Avant de commencer l'histoire, dites-nous d'où vous nous regardez en laissant un commentaire ci-dessous. Si vous appréciez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Passez une merveilleuse journée. Profitez bien de l'histoire. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent dans un murmure mécanique, révélant les couloirs blancs et stériles de l'étage exécutif de l'hôpital général Gress. Ethan Carter en sortit, ses chaussures en cuir italien silencieuses sur le linoléum poli, et se dirigea vers le bureau du docteur Thompson. À 32 ans, il se déplaçait avec l'assurance d'un homme qui avait bâti un empire technologique à partir de rien. Mais aujourd'hui, quelque chose semblait différent, plus lourd. 9 mois. Cela faisait exactement 9 mois qu'il n'avait pas arpenté ces couloirs, et l'odeur antiseptique ravivait des souvenirs qu'il avait enfouis sous des journées de travail de 18 heures et suffisamment de dons de charité pour financer un petit pays. Son bilan de santé annuel était une routine qu'il suivait religieusement depuis que son entreprise était cotée en bourse, en partie pour les assurances, mais surtout parce que son conseil d'administration insistait pour que leur PDG reste suffisamment en bonne santé pour les rendre plus riches. Monsieur Carter. L'infirmière du docteur Thompson sourit alors qu'il s'approchait de la réception. Pile à l'heure. Le docteur vous recevra sous peu. Ethan hocha la tête et s'installa dans l'un des fauteuils en cuir moelleux de la salle d'attente. À travers les baies vitrées, la ligne d'horizon de Seattle s'étendait à l'infini, les gouttes de pluie dévalant le verre comme des larmes qu'il refusait de verser. Il sortit son téléphone, parcourant des emails sur les projections trimestrielles et les négociations de fusion, n'importe quoi pour empêcher son esprit de vagabonder vers des pensées de pommate, de mains douces, et de la façon dont quelqu'un riait autrefois de ces terribles blagues. Monsieur Carter. Le docteur Thompson apparut à l'embrasure de la porte, un dossier à la main. Commençons. L'examen se déroula avec une efficacité mécanique, tension artérielle légèrement élevée, rythme cardiaque normal. Le docteur nota cependant qu'Ethan semblait fatigué. Perte de poids. 7 kilos, non intentionnellement. Ethan répondit aux questions de routine sur le sommeil, le stress et la consommation d'alcool avec une habileté rodée. Il était devenu un expert pour éviter les conversations sur tout ce qui comptait. Tout semble en ordre, conclut le docteur Thompson alors qu'Ethan boutonnait sa chemise, bien que je vous recommanderais de consulter quelqu'un pour la gestion du stress. Vos niveaux de cortisol sont préoccupants pour quelqu'un de votre âge. Ethan enfilait sa veste de costume lorsque l'interphone de l'hôpital crépita avec une urgence statique. Code bleu, maternité. Nous avons un besoin urgent de sang B négatif. Tous les donneurs B négatifs disponibles, veuillez vous présenter immédiatement à la maternité. Répétez, besoin urgent de sang B négatif à la maternité. Le docteur Thompson jeta un coup d'œil au dossier d'Ethan. Vous êtes B négatif, n'est-ce pas? Vous donnez depuis l'université, si je me souviens bien. Ethan se figea, un bras à mi-chemin dans la manche de sa veste. B négatif, le groupe sanguin le plus rare, partagé par moins de 2% de la population. Il donnait depuis sa première année à Stanford, en partie par un désir sincère d'aider, en partie parce que c'était l'une des rares façons pour son sang rare d'être utile à quelqu'un. Monsieur Carter? Oui, dit lentement Ethan, enfilant complètement sa veste. Je suis B négatif. Ils ont vraiment besoin de vous là-bas. Les urgences en maternité, le docteur Thompson secoua la tête. Le temps est crucial. Sans un mot de plus, Ethan se mit en mouvement. Il ne réfléchit pas à la raison pour laquelle ses pieds le portaient si rapidement vers l'ascenseur, ne questionna pas l'urgence soudaine qui lui serrait la poitrine. Quelqu'un avait besoin d'aide, quelqu'un avec son groupe sanguin. C'était une simple question de mathématiques, de simple décence humaine. Le trajet en ascenseur jusqu'à la maternité parut interminable. Ethan regardait les numéros d'étage grimper. 12, 13, 14, 15. Son reflet le fixait depuis les portes en acier poli, cheveux noirs légèrement ébouriffés par l'examen, des yeux gris que les gens qualifiaient souvent de calculateurs, mais que sa mère avait un jour décrit comme triste, un visage qui avait fait la couverture de Forbes 2 fois mais qui ne lui semblait jamais tout à fait juste en photo. La maternité était un chaos enveloppé d'une précision médicale contrôlée. Les infirmières se déplaçaient avec une urgence rodée, leurs blouses formant un arc-en-ciel de couleurs contre les murs pâles. Ethan s'approcha du poste des infirmières, sa présence captant immédiatement l'attention comme le font toujours l'argent et l'autorité. « Je suis ici pour le don de sang B négatif, dit-il à la première infirmière qui le remarqua. Dieu merci, souffla-t-elle, le soulagement se lisant sur son visage. Chambre 302.
Il se prépare pour une césarienne d'urgence. La mère et les bébés sont en détresse. Les bébés, au pluriel. Ethan sentit quelque chose de froid s'installer dans son estomac, mais il l'écarta. Les coïncidences existaient. Le sang B négatif était rare. Il était simplement en train d'être utile. Il suivit l'infirmière dans un couloir qui sentait le désinfectant et l'espoir, passant devant des chambres où de nouvelles familles commençaient leurs histoires et d'autres où des fins difficiles s'écrivaient. La chambre 302 était au bout du couloir, sa porte partiellement ouverte, révélant une tempête contrôlée d'activité médicale. Par ici, ordonna l'infirmière, le guidant vers ce qu'il supposait être une salle de préparation pour le don. La patiente est en travail actif, mais il y a des complications. Nous devons être prêts à tout. Ethan hocha la tête, retroussant sa manche en marchant. Il avait fait ça des dizaines de fois. Procédure simple. Aiguille dedans, sang dehors, sauver une vie, rentrer à la maison. Sauf qu'il ne se dirigeait pas vers une salle de don. Il se dirigeait directement vers la salle d'accouchement. Je pense qu'il y a une erreur, commença à dire Ethan, mais l'infirmière poussait déjà la porte, et il se retrouva à la suivre dans le chaos contrôlé d'un accouchement d'urgence. La pièce était une symphonie d'équipements médicaux et de voix pressantes. Des moniteurs bipaient régulièrement, suivant des signes vitaux qu'Ethan ne pouvait interpréter. Une équipe de médecins et d'infirmières se déplaçait avec une précision rodée autour du lit d'accouchement. Leur concentration était absolue, focalisée sur la mise au monde de nouvelles vies en toute sécurité. Et puis Ethan la vit. Olivia Bennett était là, au centre de tout, sa peau mate luisante de sueur, ses cheveux tirés en arrière dans un bonnet chirurgical, son visage contracté par la douleur et l'effort. Même au milieu du travail, même avec ses traits tordus par l'agonie, elle était la plus belle chose qu'il ait jamais vue. Elle était aussi censée être un souvenir, un chapitre clos, une erreur dont il s'était éloigné 9 mois plus tôt. 9 mois. Le calcul le frappa comme un coup de poing. 9 mois depuis cette nuit. 9 mois depuis qu'il avait détruit la meilleure chose de sa vie parce qu'il était trop lâche pour admettre qu'il était terrifié à l'idée d'être heureux. 9 mois depuis qu'il avait dit à la femme qu'il aimait qu'elle s'attachait trop et qu'il n'avait jamais eu l'intention que leur relation soit sérieuse. 9 mois depuis qu'elle s'était assise dans son appartement, la main pressée sur son ventre dans un geste qu'il avait été trop paniqué pour comprendre, essayant de lui dire quelque chose d'important pendant qu'il était occupé à construire des murs et à brûler les ponts. « Poussez, Olivia, disait le médecin. Nous y sommes presque. » Encore une grande poussée. Le visage d'Olivia était un masque de concentration et de douleur, tout son être concentré sur la mise au monde de ses enfants, leurs enfants. Elle ne l'avait pas encore vu, figé dans l'embrasure de la porte comme un homme regardant son monde entier basculer sur son axe. « Monsieur Carter, » murmura l'infirmière à côté de lui. « Nous devons vous préparer pour le don. Les bébés pourraient avoir besoin de transfusion. » La tête d'Olivia se tourna au son de son nom. Ses yeux bruns et chauds qu'il avait autrefois regardés avec amour, confiance et une possibilité infinie, croisèrent les siens à travers la pièce. Pendant un instant, le temps s'arrêta. L'équipement médical devint silencieux. Les voix pressantes s'estompèrent en murmures. Dans ce moment suspendu, Ethan vit tout. Le choc, la reconnaissance, puis une rage pure et non diluée inondant les traits d'Olivia. Son corps se raidit sur la table d'accouchement, sa respiration devenant rapide et superficielle d'une manière qui n'avait rien à voir avec le travail. Non, halta-t-elle, sa voix tranchant le brouhaha médical comme une lame. Non, non, non. Olivia, vous devez vous concentrer, dit fermement le médecin. La tête du bébé est engagée. Nous avons besoin que vous le fassiez sortir. La voix d'Olivia s'éleva en un cri désespéré, ses yeux ne quittant jamais le visage d'Ethan. Faites-le sortir maintenant. La salle d'accouchement éclata en voix confuses. Les infirmières regardaient tour à tour Olivia et Ethan, essayant de comprendre la crise soudaine qui n'avait rien à voir avec l'urgence médicale qu'elle gérait. Le docteur Sophia Rivera, le médecin traitant, leva les yeux de sa position au pied du lit, son visage un masque de préoccupation professionnelle. « Olivia, qui est cet homme ?» demanda sèchement le docteur Rivera. « Sécurité, s'il vous plaît, escortez. »« Je suis le père, » dit doucement Ethan, sa voix à peine audible dans le chaos. Les mots semblaient étrangers dans sa bouche, chargés d'une réalité qu'il avait passé 9 mois à refuser de reconnaître. Olivia laissa échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot, entièrement brisé. « Père. » Elle le regarda avec des yeux qui contenaient assez de douleur pour noyer un homme.
Tu n'es pas leur père. Tu es juste le lâche qui s'est enfui. La sécurité était arrivée, deux grands hommes en uniforme, semblant incertains de la manière de gérer une situation impliquant une femme en travail et ce qui était clairement un homme très riche. Ethan leva lentement la main, ses yeux gris ne quittant jamais le visage d'Olivia. « Je vais partir, dit-il doucement. Je suis désolé. Je suis tellement désolé, Olivia. » Mais alors qu'il se tournait pour partir, le corps d'Olivia fut secoué par une autre contraction, et malgré tout, sa colère, sa douleur, sa présence qui lui causait clairement de la détresse. Son instinct médical prit le dessus. Elle attrapa la main de l'infirmière la plus proche et poussa de toutes ses forces. Le premier bébé entra dans le monde avec un cri sain qui remplit la pièce de joie et de chaos. Ethan resta figé dans l'embrasure de la porte, déchiré entre le désir clair d'Olivia qu'il parte et l'attraction irrésistible d'entendre le premier souffle de son enfant. « C'est un garçon », annonça le docteur Rivera, soulevant le minuscule et parfait nourrisson. « Il est magnifique, Olivia. » Des larmes coulaient sur le visage d'Olivia, mais quand ses yeux croisèrent à nouveau ceux d'Ethan, il ne contenait qu'une fureur glaciale. « Faites-le sortir », cria-t-elle à nouveau, sa voix rauque d'effort. « Je ne veux pas qu'il soit ici. Je ne veux pas qu'il les voie. » Une autre contraction. « Olivia, le deuxième bébé arrive », prévint le docteur Rivera. « J'ai besoin que vous vous concentriez. » La sécurité s'avança vers Ethan, mais il reculait déjà vers la porte, son cœur se brisant à chaque pas. La dernière chose qu'il vit avant qu'on ne l'escorte hors de la pièce fut le visage d'Olivia, magnifique et féroce et absolument dévastateur dans son rejet de sa présence au moment le plus important de la vie de leurs enfants. Dans le couloir, Ethan s'affaissa contre le mur, ses jambes chancelantes. À travers la porte partiellement ouverte, il pouvait entendre l'équipe médicale travailler. Les efforts d'Olivia. Et puis, le moment où leur deuxième enfant entra dans le monde avec des cris aussi forts que ceux de son frère. Une fille. Il avait un fils et une fille qui grandiraient en connaissant leur père comme l'homme qui avait abandonné leur mère. Ethan Carter avait bâti un empire valant des milliards, n'avait jamais échoué dans tout ce qu'il avait entrepris. Mais contrairement à ses entreprises commerciales, cet échec pourrait ne jamais être réparable. Chapitre 2. Vérité non dite 9 mois plus tôt, le gala de charité à l'hôpital général Grace était exactement le genre d'événement qu'Ethan Carter subissait plutôt qu'il n'appréciait. Les flûtes de champagne s'entrechoquaient au rythme de conversations forcées, les riches donateurs rivalisaient pour savoir qui signerait le plus gros chèque, et tout le monde prétendait que leur philanthropie n'était pas principalement motivée par les allègements fiscaux et les séances de photos. Ethan se tenait près de la table de la vente aux enchères silencieuses, étudiant un forfait vacances en Toscane sur lequel il n'avait aucune intention d'enchérir, lorsque l'accident se produisit. Un serveur transportant un plateau de champagne entra en collision avec une femme en blouse bleu marine qui essayait clairement de se faufiler dans la foule, inaperçue. Le verre se brisa sur le sol en marbre, et Ethan regarda le champagne pétillant imbiber le devant de l'uniforme de l'infirmière. Elle resta figée de mortification, entourée par les débris de cristal et le jugement de l'élite sociale de Seattle. Sans réfléchir, Ethan s'avança. « C'est entièrement ma faute », annonça-t-il assez fort pour que les donateurs à proximité l'entendent. Je ne regardais pas où j'allais. L'infirmière leva vers lui des yeux bruns qui contenaient à la fois surprise et gratitude. Elle était belle d'une manière qui lui serra la poitrine naturelle, sans garde. Avec une peau couleur de miel chaud et des cheveux tirés en un chignon pratique qui, d'une manière ou d'une autre, faisait paraître ses pommettes sculptées. Quand elle sourit, quelque chose en lui bascula, une sensation qu'il n'avait jamais ressentie lors de ses fonctions sociales insipides. « Vous n'êtes pas obligé de faire ça », dit-elle doucement, sa voix portant un léger tremblement. « C'est moi qui ne faisais pas attention. » Olivia Bennett se présenta elle, tendant une main qui était ferme malgré le champagne qui dégoulinait de sa blouse. Infirmière en pédiatrie, 3e étage. Ethan Carter, répondit-il, lui prenant la main et sentant une décharge électrique de connexion qui n'avait rien à voir avec l'électricité statique. Squatteur de soirée professionnelle, apparemment. Son rire était authentique, musical, et complètement en décalage avec l'atmosphère prétentieuse qui les entourait. « Vous allez vraiment prendre le blâme pour ma maladresse ? » Absolument. J'ai une image à maintenir en tant que millionnaire le plus philanthropiquement maladroit de Seattle. Les mots sortirent plus facilement que jamais lors de ces événements, naturels et sans garde d'une manière qui le surprit lui-même. Olivia étudia son visage comme si elle pouvait voir à travers la façade qu'il avait perfectionnée au fil des années de réseautage et de négociation. « Vous êtes sérieux ? » « On ne peut plus sérieux. »
En fait, j'insiste pour remplacer votre uniforme et probablement vous offrir à dîner en guise d'excuse pour mes compétences de navigation piétonne exécrables. C'est ainsi que tout commença, non pas avec de grands gestes ou un charme calculé, mais avec des blouses imbibées de champagne et une femme qui voyait clair en lui. Leur premier rendez-vous eut lieu dans un dîner ouvert 24h24, partageant une tarte pendant qu'Olivia lui racontait des histoires sur ses jeunes patients. Liam, 8 ans, qui portait sa cape de super-héros pendant la chimio. Chloé, 5 ans, qui dessinait des images de ses infirmières préférées. Vous les aimez, observa Ethan, en regardant le visage d'Olivia s'illuminer. Ils sont tout, répondit Olivia. Pure résilience, pur espoir. Ils font face à des choses qui détruiraient la plupart des adultes, et ils trouvent encore des moyens de croire en demain. Ethan n'avait jamais rencontré quelqu'un qui parlait avec une telle passion de la guérison des enfants. Sa propre carrière était bâtie sur des acquisitions stratégiques, rentables mais guère inspirantes. Qu'est-ce qui vous motive, demanda Olivia. Quand vous ne prenez pas le blâme pour des catastrophes de champagne. En regardant Olivia de l'autre côté de leur table, il se surprit à vouloir être motivé par quelque chose de significatif. Je suis encore en train de le découvrir, admit-il. Plus d'honnêteté qu'il n'en avait accordé à quiconque depuis des années. Leur relation se développa avec une intensité effrayante. Ethan commença à passer ses soirées à l'hôpital, non pas pour la publicité, mais parce que le service d'Olivia se terminait à 19h, et il ne supportait pas de s'endormir sans avoir vu son visage. Le petit appartement d'Olivia ressemblait plus à un foyer que son pantouse ne l'avait jamais fait. Ils faisaient l'amour comme des gens affamés. Olivia, généreuse et sans inhibition, traçant les cicatrices sur sa poitrine avec des doigts doux et ne posant pas de questions auxquelles il n'était pas prêt à répondre. « Je t'aime », murmura Olivia une nuit alors qu'ils étaient enlacés dans les draps. « Je sais que c'est trop tôt, mais je t'aime, Ethan Carter. » Les mots le terrifièrent. L'amour signifiait la vulnérabilité, et la vulnérabilité signifiait un abandon éventuel. « Je t'aime aussi », murmura-t-il en retour, le pensant plus que tout au monde. Ce fut sa première erreur. Alors que leur relation s'approfondissait, Olivia commença à parler de leur avenir avec une confiance désinvolte. Rencontrer ses amis, il réalisa qu'il n'en avait aucun. Rencontrer sa famille à Noël, il paniqua et changea de sujet. Emménager ensemble, la conversation ressemblait à un piège se refermant sur lui. Olivia parlait de « nous » et de « nos projets », avec l'hypothèse qu'un jour existait réellement. Ethan commença à faire des cauchemars où il se réveillait pour la trouver partie, ne laissant qu'une note expliquant qu'elle avait réalisé qu'elle pouvait trouver mieux. Le point de rupture arriva un mardi de mars. Olivia avait préparé le dîner, un vrai dîner, avec des bougies et du vin. Ethan arriva en retard d'une réunion d'affaires, irrité par ses démêlés avec les investisseurs. « Comment s'est passée ta journée » demanda chaleureusement Olivia. « Bien » répondit Ethan. La même non-réponse qu'il donnait depuis des semaines. Olivia posa sa fourchette. « Tu t'éloignes de moi. » Ethan sentit sa poitrine se serrer d'une panique familière. « Je ne m'éloigne pas. Je suis là. » Physiquement, oui. Émotionnellement. Olivia secoua la tête. « C'est comme si tu te préparais à ce que ça se termine. » Elle avait raison. Il s'y préparait depuis le début. Parce que tout ce qui est bon finit par s'arrêter. Peut-être qu'on va trop vite, dit prudemment Ethan. Le visage d'Olivia se figea. Qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être qu'on devrait ralentir. Réfléchir à ce qu'on veut vraiment. Je sais ce que je veux, dit doucement Olivia. Je te veux, toi. Je nous veux. Je veux construire quelque chose de vrai. Sa certitude le terrifia plus que n'importe quelle négociation commerciale ne l'avait jamais fait. Olivia, commença-t-il, mais elle leva la main. Laisse tomber. J'ai quelque chose à te dire, et peut-être que ça aidera à clarifier les choses. Elle prit une profonde inspiration. Je suis enceinte, Ethan. Nous allons avoir un bébé. Les mots le frappèrent comme un coup de poing. Enceinte. Bébé. Le piège ultime, la chaîne finale qui le lierait à quelqu'un qu'il était destiné à blesser. Il la fixa de l'autre côté de la table, regardant l'espoir et la peur se battre sur ses beaux traits, et sentit quelque chose en lui se briser complètement. Tu es quoi? Sa voix sortit froide, contrôlée. Rien à voir avec la chaleur qu'elle méritait. Enceinte, répéta Olivia, sa confiance se fissurant à son ton. Je sais que nous n'avons pas discuté d'enfants,
mais je pensais, j'espérais que tu serais heureux. Heureux? Elle s'attendait à de la joie à l'idée d'être liée en permanence à quelqu'un qui finirait par réaliser qu'il ne valait pas la peine d'être aimé. C'est exactement ce que je veux dire, dit Ethan, se levant brusquement. Tu t'attaches trop, Olivia, tu fais des suppositions sur nous. Le visage d'Olivia pâlit. Quoi? Mais Ethan. Je t'aime. Tu as dit que tu m'aimais aussi. Je n'ai jamais dit que c'était permanent, mentit-il, se détestant à chaque mot. Je ne t'ai jamais promis l'éternité. Tu n'avais pas à le promettre, murmura Olivia, sa voix se brisant. Je pouvais le sentir. Chaque fois que tu me touchais, chaque fois que tu me regardais comme si j'étais la seule femme au monde. Tu surinterprètes les choses, la coupa Ethan, sa voix délibérément cruelle. J'aime passer du temps avec toi, mais ça ne veut pas dire que je veux jouer à la petite famille et fonder un foyer. Nous venons de mondes différents, Olivia. Ça n'allait jamais être permanent. Olivia se leva lentement, sa main se posant inconsciemment sur son ventre encore plat. Monde différent, répéta-t-elle, comme si elle testait la vérité de ses mots. Tu veux dire que je ne suis pas assez bien pour toi? Ce n'est pas ce que j'ai dit. C'est ce que tu voulais dire. Les yeux d'Olivia se remplirent de larmes, mais sa voix resta ferme. Je suis assez bien pour coucher avec toi, assez bien pour passer du temps avec toi quand tu t'ennuies, mais pas assez bien pour construire une vie avec toi. Ne rends pas les choses plus difficiles qu'elles ne le sont, dit Ethan, la phrase ayant un goût d'acide sur sa langue. Nous savions tous les deux que ce n'était pas sérieux. Olivia le fixa longuement, et il vit la blessure se transformer en quelque chose de plus dur, de plus protecteur. Sors, Olivia. Sors de mon appartement. Sors de ma vie. Et n'ose pas revenir ici en prétendant que tu t'en soucies alors que tu as clairement montré que ce n'est pas le cas. Ethan partit cette nuit-là et ne revint jamais. Il se dit que c'était mieux ainsi, plus propre. Olivia réaliserait qu'elle était mieux sans lui, trouverait quelqu'un digne de son amour, et construirait la famille qu'elle méritait avec un homme qui ne détruirait pas tout ce qu'il touchait. Ce qu'il ne savait pas, c'est qu'Olivia avait passé les 3 mois suivants à appeler son bureau, laissant des messages qui ne furent jamais retournés. Elle essaya de lui parler des rendez-vous chez le médecin, des échographies, et du jour où ils avaient appris qu'ils attendaient des jumeaux. Son assistante, suivant ses instructions explicites de gérer toutes les affaires personnelles, avait informé Olivia que M. Carter n'était pas disponible et n'accepterait plus aucun contact. Aujourd'hui. Elle a essayé de te joindre, dit Rachel Bennett, sa voix acérée par l'accusation alors qu'elle se tenait dans la salle d'attente de l'hôpital. La sœur aînée d'Olivia était arrivée moins d'1 heure après la naissance des jumeaux, et elle tenait clairement Ethan personnellement responsable de chaque minute de douleur que sa sœur avait endurée. Je ne savais pas, dit doucement Ethan, affalé dans une chaise en plastique qui avait probablement été conçue par quelqu'un qui n'avait jamais connu le vrai désespoir. Tu n'as jamais pensé qu'elle pourrait avoir quelque chose d'important à te dire? Comme le fait qu'elle portait tes enfants. Les mots le frappèrent comme des coups. Elle a essayé de me parler de la grossesse plusieurs fois. Elle a appelé ton bureau, envoyé des lettres à ton entreprise. Ton assistante lui a dit que tu n'étais pas disponible pour des affaires personnelles et qu'elle devait cesser d'appeler. Les yeux sombres de Rachel, si semblables à ceux d'Olivia mais plus durs, plus jugeurs, le transpercèrent. Alors elle l'a fait. Elle a cessé d'appeler et a décidé d'élever tes enfants seuls, plutôt que de mendier l'attention d'un homme qui lui avait clairement fait comprendre qu'elle ne valait pas son temps. Ethan ferma les yeux, sentant le poids de sa propre stupidité l'écraser. Je ne savais pas, répéta-t-il, mais les mots semblaient inadéquats même à ses propres oreilles. Tu ne voulais pas savoir, corrigea Rachel. Il y a une différence. À travers la fenêtre de la salle d'attente familiale, Ethan pouvait voir des infirmières se déplacer efficacement dans les couloirs, transportant des fleurs et des ballons vers des chambres où de nouvelles familles célébraient le plus beau jour de leur vie. Quelque part dans ce bâtiment, Olivia se remettait de l'accouchement de ses enfants. Des enfants qu'elle avait portés seule pendant 9 mois pendant qu'il se persuadait qu'il la protégeait en restant à l'écart. Comment s'appelle-t-il? Demanda-t-il doucement. Rachel étudia son visage un long moment avant de répondre. James, Ethan et Ava Rose. Elle leur a donné ton nom comme deuxième prénom, même après tout ce que tu lui as fait subir. James, Ethan. Ava Rose. Ses enfants avaient des noms, avaient pris leur premier souffle, étaient entrés dans le monde pendant qu'ils se tenaient figés dans une embrasure de porte comme un lâche. Puis-je les voir? Demanda Ethan.
Bien qu'ils connaissent déjà la réponse à la façon dont l'expression de Rachel se durcit, Olivia a été très claire à ce sujet. Tu ne dois pas t'approcher d'elle ni des bébés. Si tu essaies, elle appellera la sécurité. Ethan hocha la tête, acceptant le jugement qu'il avait mérité. Peux-tu lui dire quelque chose pour moi? Je ne suis pas ton service de messagerie. S'il te plaît, dit Ethan, les mots lui écorchant la gorge. Dis-lui que je suis désolé. Dis-lui que je sais que désolé n'est pas suffisant, mais j'ai besoin qu'elle sache que je n'ai jamais cessé de. Il s'arrêta, incapable de finir la phrase. Jamais cessé de quoi? De l'aimer, murmura Ethan. Je n'ai jamais cessé de l'aimer. J'étais juste trop lâche pour rester et le prouver. L'expression de Rachel s'adoucit légèrement, mais sa voix resta ferme. L'amour n'est pas quelque chose que l'on ressent, monsieur Carter. C'est quelque chose que l'on fait. Et ce que vous avez fait, c'est abandonner ma sœur quand elle avait le plus besoin de vous. Avec cette vérité dévastatrice, Rachel s'éloigna, laissant Ethan seul dans la salle d'attente avec le poids de ses échecs et les cris résonnants d'enfant qu'il ne pourrait peut-être jamais tenir dans ses bras. Chapitre 3. Premier rejet, la confrontation à l'hôpital 3 jours. Ethan avait passé 3 jours à arpenter les couloirs de son Penthouse, fixant son téléphone, rédigeant et supprimant des SMS qu'il n'enverrait jamais. 3 jours à peine mangés, à ne pas dormir, et à essayer de digérer la réalité qu'il était le père de jumeaux qu'il n'avait jamais tenus dans ses bras, des enfants qui portaient son nom mais qui grandiraient en le connaissant uniquement comme l'homme qui avait abandonné leur mère. Les fleurs avaient coûté plus cher que les voitures de la plupart des gens, non pas parce qu'ils pensaient que l'argent pouvait réparer ce qu'il avait brisé, mais parce qu'ils ne savaient pas comment commencer autrement. 2 douzaines de roses blanches, les préférées d'Olivia, bien qu'il doutât qu'elle se souvienne qu'il ait jamais prêté attention à de tels détails. Le fleuriste avait voulu inclure un arrangement élaboré avec des fleurs exotiques et des accents dorés. Mais Ethan avait insisté sur la simplicité. Olivia avait toujours été belle dans sa simplicité. Elle n'avait pas besoin d'être dorée. La carte lui avait pris 47 tentatives pour être écrite, 47 morceaux de papier à lettres coûteux froissés et éparpillés sur son sol en marbre comme des drapeaux blancs de reddition. Finalement, il s'était contenté de quelque chose de pathétiquement simple. Pour James et Ava. S'il te plaît, laisse-moi essayer de faire mieux. Ethan. L'hôpital général Grèce semblait différent pendant les heures de visite de l'après-midi. Le chaos contrôlé de la médecine d'urgence laissait place à un rythme plus doux. Des familles allaient et venaient. Des grands-parents rencontraient leurs petits-enfants pour la première fois. De nouveaux pères arpentaient les couloirs avec une fierté épuisée sur leur visage. Ethan se déplaçait dans ce paysage de joie, se sentant comme un intrus. Son costume coûteux et sa conscience coupable le marquaient comme quelqu'un qui n'appartenait pas à ce monde de bonheur simple. Chambre 318. Le numéro de chambre d'Olivia avait été étonnamment facile à obtenir. Un don généreux à l'aile pédiatrique de l'hôpital avait rendu le personnel infirmier remarquablement accommodant, pas de la corruption, exactement. Mais assez proche pour qu'Ethan se déteste un peu plus. Il resta devant sa porte pendant 5 bonnes minutes, écoutant les doux bruits de l'intérieur. Une télévision jouant doucement, le bruissement des draps, et en dessous de tout ça, les petits bruits qui ne pouvaient provenir que de nouveau-nés, ses enfants, James et Ava. 2 vies qu'il avait aidé à créer, mais qu'il n'avait aucun droit de revendiquer. Prenant une inspiration qui ressemblait à avaler du verre, Ethan frappa doucement. Entrez, appela la voix d'Olivia. Chaleureuse, fatiguée et complètement non préparée à ce qui allait suivre. Ethan poussa la porte et entra dans une pièce qui ressemblait à un bain de soleil. Olivia était assise, calée dans le lit d'hôpital, ses cheveux lâchés sur ses épaules, portant une robe de chambre jaune pâle qui faisait briller sa peau. Elle était plus belle que ce que sa mémoire avait réussi à préserver. La maternité avait ajouté quelque chose de radieux à ses traits, un contentement doux qui lui serra la poitrine de désir. Mais ce furent les bébés qui arrêtèrent complètement son cœur. Olivia en tenait un contre sa poitrine, un contact peau à peau qui parlait d'instinct maternel et de protection féroce. Le bébé, il ne pouvait pas dire si c'était James ou Ava. De l'embrasure de la porte était minuscule et parfait, avec des cheveux noirs et une peau qui était un magnifique mélange des 2 parents. Le deuxième bébé dormait dans un berceau à côté du lit, tout aussi parfait, tout aussi miraculeux. Pendant un instant, ils existèrent tous les 3 dans une bulle de perfection paisible. C'était ce qu'il avait jeté, la famille qu'il avait été trop terrifié pour revendiquer. Puis Olivia leva les yeux et le vit. La transformation fut immédiate et dévastatrice.
Le doux contentement disparut de son visage, remplacé par quelque chose de dur, de protecteur et de complètement fermé. Ses bras se resserrèrent autour du bébé qu'elle tenait, et tout son corps se raidit de tension. « Qu'est-ce que tu fais ici ?» Sa voix était calme, contrôlée, mais Ethan pouvait entendre le soupçon de panique en dessous. « J'ai apporté ça pour toi, » dit piteusement Ethan, brandissant les fleurs comme une offrande de paix plutôt qu'un geste pathétique. « Pour les bébés. » Olivia fixa les roses un long moment, quelque chose comme de la douleur scintillant sur ses traits avant que le masque protecteur ne revienne. « Tu te souviens que j'aime les roses blanches. »« Je me souviens de tout à ton sujet, » dit doucement Ethan, faisant un pas de plus. « Non », la voix d'Olivia claqua comme un fouet. « Ne t'approche pas, et ne reste pas là à parler de te souvenir de moi. Tu t'es souvenu de moi assez pour t'enfuir. » Ethan s'arrêta, ses mains se resserrant sur les tiges des fleurs. « Olivia, je sais que je n'ai aucun droit d'être ici, mais... » « C'est vrai. Tu n'as aucun droit d'être ici. » Olivia changea le bébé de bras, et Ethan entrevit un visage minuscule, des traits parfaits détendus dans le sommeil. « Tu veux voir tes enfants ? Très bien. Les voici. » Elle désigna le berceau de sa main libre, puis retira la couverture qui recouvrait le bébé qu'elle tenait. « James et Ava Carter Bennett. Regarde-les bien, car c'est la dernière fois que tu les verras sans une ordonnance du tribunal. » Les noms le frappèrent comme des coups de poing. Carter Bennett. Elle leur avait donné son nom. Même après tout, même après qu'il ait détruit sa confiance et l'ait abandonnée quand elle était la plus vulnérable, elle avait quand même voulu que leurs enfants portent une partie de lui. « Ils sont magnifiques, » murmura Ethan, sa voix rauque d'une émotion qu'il ne pouvait contenir. « Ils te ressemblent. »« Ils se ressemblent à eux-mêmes, » corrigea sèchement Olivia, « et ils sont à moi. Je les ai portés pendant 9 mois, pendant que tu décidais si tu voulais être père ou non. Je suis allé à chaque rendez-vous seul, j'ai senti chaque coup de pied seul, j'ai accouché seul. Ce sont mes enfants. » « Nos enfants, » dit doucement Ethan, et réalisa immédiatement que c'était la mauvaise chose à dire. Les yeux d'Olivia brillèrent de fureur. « Nos enfants ? Tu penses que parce que tu as contribué à l'ADN il y a 9 mois, tu peux en revendiquer la propriété ? Tu m'as traité de collante, Ethan. Tu as dit que je m'attachais trop, comme si l'amour était une sorte de maladie. Maintenant, tu veux t'attacher à mes enfants. » Le bébé dans ses bras s'agita au son des voix élevées, émettant un petit bruit de détresse. Olivia adoucit immédiatement son ton, roucoulant doucement et berçant le nourrisson pour le rendormir avec une aisance rodée. La vue de ses instincts maternels naturels serra la poitrine d'Ethan d'un mélange d'admiration et de regret. « J'avais peur, » dit Ethan, sa voix à peine plus qu'un murmure. « J'étais terrifié à l'idée d'être père, d'être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre. Je n'avais jamais eu de famille avant, Olivia. Je ne savais pas comment faire. » Peur, le rire d'Olivia était amer et tranchant. « Tu penses que tu étais le seul à avoir peur ? J'avais 28 ans, j'étais enceinte de jumeaux, et l'homme que j'aimais m'a dit que je m'attachais trop à lui. Tu penses que je n'étais pas terrifié ? » Ethan voulait traverser la pièce, s'agenouiller à côté de son lit et implorer son pardon, expliquer les foyers d'accueil, l'abandon et la terreur profonde qui vient de l'amour excessif de quelqu'un. Mais la façon dont Olivia tenait leur enfant protectrice, défensive, comme si elle protégeait le bébé de sa simple présence montrait clairement que les explications arrivaient 9 mois trop tard. « Je suis désolé, » dit-il à la place, les mots semblant inadéquats et creux. « Je sais que ça ne répare rien, mais je suis tellement, tellement désolé, Olivia. Désolé et ne change pas le fait que j'ai vécu ma grossesse seule. Désolé et ne change pas le fait que j'ai dû choisir des noms toute seule, que j'ai dû les sentir bouger et grandir sans personne avec qui le partager. Désolé et ne change pas le fait que lorsque j'ai accouché, j'étais terrifié à l'idée de mourir, et qu'ils ne connaîtraient jamais leur père parce que tu avais clairement fait comprendre que tu ne voulais pas être retrouvé. » Chaque mot était un coup précisément asséné, et Ethan les encaissa tous car il les méritait tous. Il avait mérité sa colère, sa douleur, son droit absolu de protéger leurs enfants de l'homme qui s'était déjà révélé peu fiable. « Que puis-je faire ?» demanda désespérément Ethan. « Comment puis-je réparer ça ?» Olivia le fixa longuement, et pendant un instant, il vit quelque chose qui aurait pu être du désir scintiller sur ses traits. Puis ce fut parti. Remplacé par une résolution de fer. « Tu peux partir, » dit-elle doucement. « Tu peux sortir de cette chambre et me laisser élever mes enfants en paix. »« Je ne peux pas faire ça, » dit Ethan, sa voix se brisant.
Ce sont aussi mes enfants, Olivia. Je sais que je ne les mérite pas, mais je ne peux pas simplement m'enfuir à nouveau. Tu t'es déjà enfui, lui rappela Olivia, sa voix ferme malgré les larmes qui commençaient à perler dans ses yeux. Tu m'as regardé en face et tu m'as dit que nous venions de mondes différents, que ce que nous avions n'était pas sérieux. Tu as fait ton choix il y a 9 mois. J'ai fait le mauvais choix. Oui, tu l'as fait. Et maintenant, tu dois vivre avec les conséquences. Olivia tendit la main et appuya sur le bouton d'appel à côté de son lit. Je pense que tu devrais partir avant que j'appelle la sécurité. Ethan sentit la panique monter dans sa poitrine. Ça ne pouvait pas se terminer comme ça. Il ne pouvait pas les perdre à nouveau avant même d'avoir eu la chance d'essayer. Olivia, s'il te plaît, donne-moi juste une chance de... Non. Le mot était final. Absolu. Tu ne décides pas quand tu es prêt à être père, Ethan. Tu ne débarques pas quand ça arrange ta culpabilité et tu ne t'attends pas à ce que je t'accueille à bras ouverts. La porte s'ouvrit et une infirmière apparut, son expression professionnelle mais inquiète. Tout va bien, Olivia? Monsieur Carter était sur le point de partir, dit Olivia sans quitter les yeux d'Ethan. Il ne reviendra pas, l'infirmière les regarda tour à tour, sentant clairement la tension mais ne sachant pas comment procéder. Ethan prit la décision pour elle, posant les roses sur la table de chevet et reculant vers la porte. Ce n'est pas fini, dit-il doucement. Mais Olivia secoua la tête. Si, c'est fini. De la même manière que c'était fini il y a 9 mois quand tu as décidé que je ne valais pas la peine de te battre. Sa voix se brisa légèrement sur les derniers mots, révélant la douleur qu'elle s'efforçait de cacher. Je ne laisserai pas mes enfants subir le même chagrin que tu m'as infligé. Je ne les laisserai pas se demander pourquoi ils n'étaient pas suffisants pour que leur père reste. Ethan voulait lui dire que ça n'avait jamais été une question qu'elle ne soit pas suffisante, qu'elle avait été trop parfaite, trop bien pour quelqu'un d'aussi brisé que lui. Mais les mots restèrent coincés dans sa gorge car il savait qu'ils sonneraient comme des excuses. Et Olivia méritait mieux que des excuses. Je t'aime, dit-il à la place, les mots arrachés du plus profond de sa poitrine. Je t'aime, et je les aime. Et je sais que je n'ai aucun droit de le dire après ce que j'ai fait. Mais l'amour n'est pas ce que tu ressens, l'interrompit Olivia, faisant inconsciemment écho aux paroles de sa sœur 3 jours plus tôt. L'amour est ce que tu fais, et ce que tu as fait, c'est nous abandonner. La sécurité apparut à l'embrasure de la porte. 2 grands hommes qui semblaient préférer être n'importe où ailleurs qu'à escorter un père en deuil loin de ses nouveau-nés. Ethan leva les mains en signe de reddition. Je vais partir, dit-il doucement. Mais Olivia, ce n'est pas fini. Je vais trouver un moyen de réparer ça. Les mains d'Olivia tremblaient alors qu'elle ajustait le bébé dans ses bras, mais sa voix resta ferme. Ne me contacte plus, Ethan. Si tu veux les voir, tu peux passer par les tribunaux. Mais je ne te faciliterai pas la tâche. Je ne te laisserai pas les blesser comme tu m'as blessé. Ethan sortit de cette chambre d'hôpital, ayant l'impression de laisser des morceaux de son âme derrière lui. Dans l'ascenseur, entouré d'autres visiteurs rentrant chez eux dans leur propre famille, il comprit enfin le véritable coup de sa lâcheté. Il avait perdu plus que l'amour d'Olivia. Il avait perdu le droit d'être le père de ses propres enfants. Mais alors que l'ascenseur descendait vers le parking, l'emportant loin de tout ce qui comptait, Ethan prit une décision qui le surprit par sa clarté. Olivia avait raison. L'amour n'était pas ce que l'on ressentait. C'était ce que l'on faisait. Et pour la première fois de sa vie, Ethan Carter allait se battre pour quelque chose qui comptait plus que l'argent, le succès ou se protéger de la douleur. Il allait se battre pour sa famille, même si cela devait lui coûter tout ce qu'il avait. Chapitre 4. Deuxième rejet, la guerre juridique. Les bureaux d'avocats de Bradley, Klein et associés occupaient 3 étages du bâtiment le plus prestigieux du centre-ville de Seattle. William Bradley ne traitait que des cas très médiatisés nécessitant une discrétion qui ne pouvait s'acheter qu'avec des sommes obscènes. Ethan était assis en face du bureau en acajou de Bradley, se sentant chaque centimètre le père désespéré qu'il était devenu. 2 semaines s'étaient écoulées depuis qu'Olivia lui avait ordonné de quitter sa chambre d'hôpital. L'établissement de la paternité est simple, dit Bradley. Nous déposons la requête, demandons un test ADN, et dans les 60 jours, vous aurez une reconnaissance légale. À partir de là, nous poursuivons pour obtenir des droits de visite, voire une garde partagée. Garde partagée, répéta Ethan. La moitié de leur vie, la moitié de leurs histoires du soir, la moitié de leur matin de Noël.
Mademoiselle Bennet contestera, continua Bradley. Mais vous êtes financièrement stable, n'avez aucun casier judiciaire, et pouvez offrir des avantages qu'elle ne peut tout simplement pas égaler. École privée, fonds en fiducie, des opportunités qu'elle ne pourrait jamais se permettre avec un salaire d'infirmière. Le mépris désinvolte de la valeur d'Olivia serra la mâchoire d'Ethan. Il ne s'agit pas d'argent. Monsieur Carter. En droit de la famille, tout est question de ce qui est le mieux pour les enfants. Un juge aura du mal à argumenter qu'une mère célibataire en difficulté peut offrir de meilleures opportunités qu'un homme de vos ressources. Quelles sont mes chances? Excellentes. Tant que vous pouvez démontrer un intérêt sincère, ce que votre volonté de poursuivre une action en justice montre, je dirais que vous avez plus de 70% de chance. Rédigez les documents, dit Ethan, se détestant. Olivia fixait les documents juridiques étalés sur sa table de cuisine, le langage formel semblant sauter des pages comme des accusations. Requête en détermination de paternité et en droit de garde, motion pour une visite ordonnée par le tribunal, demande de test génétique. Son appartement d'une chambre semblait encore plus petit avec sa sœur Rachel, qui arpentait nerveusement le tapis usé, bébé Ava dormant paisiblement dans ses bras, tandis que James somnolait dans son transat près de la fenêtre. Ceci était censé être leur espace sûr, leur sanctuaire contre le monde et ses complications. Maintenant, ils semblaient envahis par la terminologie juridique et le poids de la détermination d'Ethan à s'insérer dans leur vie soigneusement construite. Il le fait vraiment, dit Rachel, sa voix tendue de fureur. Il essaie vraiment de te les enlever. Pas de me les enlever, corrigea Olivia avec lassitude, bien que la distinction parût académique. La requête vise une garde partagée et des droits de visite. Il veut être leur père. 9 mois trop tard. Olivia ne pouvait pas contester cela. 9 mois de grossesse, 2 semaines de vie de nouveau-né, et d'innombrables moments où elle s'était demandé si leur père voudrait un jour les connaître. Maintenant, confrontée à une action en justice plutôt qu'à un remords sincère, elle sentit quelque chose se durcir en elle qui pourrait ne jamais s'adoucir. Susan Harper arriva 30 minutes plus tard, son attitude pragmatique et sa mallette économique contrastant fortement avec l'arsenal juridique qu'Ethan avait sans aucun doute assemblé. Les avocats de l'aide juridique ne portaient pas de costume de créateur ni ne facturaient des honoraires qui pourraient nourrir une famille pendant 1 an, mais Susan avait 20 ans d'expérience à se battre pour des femmes qui ne pouvaient pas se permettre une meilleure représentation. J'ai examiné la requête, dit Susan sans préambule, s'installant dans la chaise de seconde main d'Olivia avec l'aisance de quelqu'un habitué à faire avec les moyens du bord. Monsieur Carter a de solides conseils juridiques et des ressources financières importantes. Ce ne sera pas une affaire simple. Quelles sont mes chances de les garder? Demanda Olivia, faisant inconsciemment écho à la question d'Ethan dans le bureau de Bradley. Honnêtement, si cela va jusqu'au procès, ce sera difficile. Les défenseurs des droits des pères ont eu beaucoup de succès ces dernières années, et les juges sont de plus en plus réticents à refuser les droits de paternité sans preuve d'abus ou de négligence. L'expression de Suzanne s'adoucit légèrement. Vous êtes une bonne mère, Olivia. Mais la principale préoccupation du tribunal est ce qui est le mieux pour les enfants, et ils examineront des choses comme la stabilité financière, les opportunités éducatives et les avantages à long terme. Donc, l'argent gagne, dit amèrement Olivia. L'argent aide, corrigea Suzanne. Mais ce n'est pas tout. Monsieur Carter vous a abandonné pendant votre grossesse. Il n'a fait aucun effort pour s'impliquer jusqu'à ce que les enfants soient déjà nés. Ce schéma de comportement est quelque chose que nous pouvons utiliser. Olivia sentit une étincelle d'espoir. Comment? Nous contestons son engagement. S'il voulait vraiment être père, pourquoi n'a-t-il pas répondu lorsque vous avez essayé de le contacter? Pourquoi a-t-il attendu après la naissance pour faire valoir ses droits? Nous dépeignons un homme qui veut jouer au père quand ça l'arrange, mais qui n'a aucune réelle compréhension des responsabilités quotidiennes impliquées. Cela ressemblait à une préparation à la guerre, ce qui, supposait Olivia, était exactement ce que c'était, une bataille pour la garde où ses enfants deviendraient des pions et la douleur privée de leur famille serait disséquée dans une salle d'audience pleine d'étrangers. Il y a autre chose, ajouta Suzanne avec précaution. Monsieur Carter dispose de ressources considérables, ce qui signifie qu'il peut faire traîner les choses pendant des mois, voire des années. L'aide juridictionnelle peut vous représenter, mais nos ressources sont limitées s'il décide de vous épuiser par une longue procédure judiciaire. Le sous-entendu flottait dans l'air comme une menace. Ethan avait les moyens de se battre aussi longtemps qu'il le faudrait. Olivia luttait déjà pour concilier son travail et les soins de ses jumeaux nouveau-nés.
Ajouter des mois de bataille juridique la pousserait au-delà de ses limites. Je n'abandonnerai pas mes enfants, dit Olivia doucement, mais avec une volonté de faire dans la voie. Peu importe le temps que ça prendra ou l'argent qu'il a. Ils sont à moi. Le bâtiment du tribunal des affaires familiales du comté de King était un monument à l'efficacité bureaucratique. Tout en béton et en éclairage fluorescent, conçu pour dépouiller de toute émotion des procédures qui étaient par nature profondément personnelles. Olivia était assise à la table de la défense à côté de Suzanne, essayant de paraître calme alors que son cœur martelait contre ses côtes. De l'autre côté de l'allée, Ethan était assis avec son équipe d'avocats, ayant l'air en tout point de l'homme d'affaires prospère dans son costume parfaitement taillé. C'était la première fois qu'elle le voyait depuis l'hôpital. Et la vue de cet homme lui serra la poitrine, ravivant des souvenirs qu'elle s'était efforcée d'enfouir. Il avait maigri, remarqua-t-elle. Son apparence habituellement impeccable montrait des signes de tension. Des cernes sous ses yeux gris, une tension dans ses épaules qui trahissait des nuits sans sommeil. Tant mieux, pensa-t-elle avec méchanceté. Qu'il souffre une fraction de ce que j'ai enduré. La cour. Pour l'honorable juge Margaret Lynn, annonça l'huissier, et la salle d'audience s'anima et se leva. La juge Lynn était une femme menue d'une cinquantaine d'années, avec des yeux intelligents et des cheveux grisonnants relevés en un chignon pratique. Elle s'installa derrière le banc avec les gestes efficaces de quelqu'un habitué à prendre des décisions qui changeraient à jamais la vie des gens. Nous sommes ici pour l'affaire Carter contre Bennett, concernant la détermination de la paternité et les modalités de garde pour les enfants mineurs, James Ethan Carter Bennett et Ava Rose Carter Bennett. La voix de la juge Lynn portait le poids de l'autorité judiciaire. Maître Bradley, vous pouvez commencer votre déclaration liminaire. Bradley se leva avec une précision théâtrale. Chaque mouvement était calculé pour un impact maximal. Votre honneur, cette affaire concerne fondamentalement le droit d'un père à connaître et à prendre soin de ses enfants. Monsieur Carter reconnaît que sa réaction initiale à la grossesse de Madame Bennett était inadéquate, mais il se présente aujourd'hui devant ce tribunal, prêt à assumer l'entière responsabilité du bien-être et de l'avenir de ses enfants. Olivia se sentit mal en écoutant cette version édulcorée des événements. Réaction inadéquate, donnait l'impression qu'Ethan avait simplement oublié d'envoyer des fleurs, et non qu'il avait délibérément détruit leur relation et fui ses responsabilités. Monsieur Carter est prêt à fournir un soutien financier, des opportunités éducatives et une stabilité qui garantiront à ses enfants tous les avantages dans la vie, poursuivit Bradley. Il ne cherche pas à diminuer le rôle de Madame Bennett en tant que mère, mais plutôt à établir sa place légitime en tant que père. Quand Bradley se rassit, Suzanne se leva avec une dignité tranquille. Elle n'avait pas le flair théâtral de Bradley, mais ses paroles portaient le poids de la vérité et de l'expérience vécue. Votre honneur, Monsieur Carter est peut-être prêt à être père maintenant, mais il ne l'était pas lorsque Madame Bennett avait le plus besoin de lui. Pendant sa grossesse, elle a tenté à plusieurs reprises de le contacter, de l'inclure dans les rendez-vous médicaux et les préparatifs pour l'arrivée de leurs enfants. Son bureau lui a répété qu'il n'était pas disponible pour des affaires personnelles. Olivia observa le visage d'Ethan pendant que Suzanne parlait, le vit tressaillir à la description précise de son abandon. Une partie d'elle ressentit une satisfaction sauvage face à son malaise évident. Une autre partie, plus profondément enfouie et farouchement réprimée, souffrait de la douleur inscrite sur ses traits. Ce n'est pas une affaire de droit du père, continua Suzanne. C'est l'histoire d'un homme qui a fui ses responsabilités et qui veut maintenant réclamer les avantages de la paternité sans reconnaître les conséquences de son abandon. Madame Bennett a été la seule source de revenus, la seule soignante et la seule décisionnaire pour ses enfants depuis leur conception. Elle demande à ce tribunal de protéger ses enfants de l'instabilité émotionnelle d'un homme qui a déjà prouvé qu'il partirait lorsque les circonstances deviendraient difficiles. Les mots atteignirent leur cible. Le sang-froid d'Ethan se fissura légèrement, ses mains se crispant sur la table devant lui. Olivia ressentit une immense fierté face à la défense inébranlable de Suzanne. « J'aimerais appeler Madame Bennett à la barre », annonça Suzanne. Se diriger vers la barre des témoins ressemblait à une marche funèbre. Olivia garda les yeux fixés droit devant elle, refusant de regarder Ethan en passant devant sa table. L'huissier la fit prêter serment avec une efficacité rodée, et Olivia s'installa sur la chaise des témoins avec autant de dignité qu'elle le pouvait. « Madame Bennett, » commença doucement Suzanne, « pouvez-vous parler au tribunal de votre relation avec Monsieur Carter ?»« Nous sommes sortis ensemble pendant 6 mois, » répondit Olivia, la voix stable malgré le champ de mine émotionnel qu'elle traversait. « Je pensais que nous construisions quelque chose de réel. Il m'a dit qu'il m'aimait.
Quand avez-vous appris que vous étiez enceinte? En mars. J'étais excité de le lui annoncer. Je pensais qu'il serait heureux. La voix d'Olivia se brisa légèrement sur le dernier mot, se souvenant de cette nuit-là et de l'espoir qui avait été si brutalement anéanti. Comment Monsieur Carter a-t-il réagi lorsque vous lui avez parlé de la grossesse? Olivia prit une profonde inspiration, se forçant à rester clinique dans son récit. Il m'a dit que je m'attachais trop. Il a dit qu'il n'avait jamais eu l'intention que notre relation soit sérieuse, que nous venions de mondes différents. Il a rompu avec moi ce soir-là. Avez-vous tenté de le contacter après cela? Oui. Plusieurs fois. J'ai appelé son bureau, envoyé des lettres à son entreprise. Je voulais qu'il soit au courant des rendez-vous chez le médecin, des échographies, du jour où nous avons appris que nous attendions des jumeaux. La voix d'Olivia se renforça en parlant, alimentée par une juste colère. Son assistante m'a répété à plusieurs reprises que Monsieur Carter n'était pas disponible pour des affaires personnelles et que je devais arrêter d'appeler. Comment vous êtes-vous senti? Bradley se leva immédiatement. Objection, votre honneur. Les sentiments du témoin ne sont pas pertinents pour la détermination juridique de la garde. La juge Lynn réfléchit un instant. Je l'autorise. L'impact émotionnel des actions de Monsieur Carter est pertinent pour évaluer son aptitude en tant que parent. Olivia regarda Ethan droit dans les yeux pour la première fois depuis son entrée dans la salle d'audience. Ses yeux gris étaient fixés sur son visage avec une expression de regret si profond qu'elle faillit perdre contenance. Je me suis sentie sans valeur, dit-elle doucement, comme si j'étais un objet à jeter quand je devenais gênante. J'ai réalisé que l'homme dont j'étais tombée amoureuse n'avait soit jamais existé, soit été quelqu'un que je n'avais jamais vraiment connu. Le contre-interrogatoire de Bradley fut brutal mais prévisible. Il dépeignit Olivia comme une femme vengeresse, empêchant des enfants de voir leur père par dépit. Il mit en doute sa capacité financière à subvenir aux besoins de jumeaux, suggéra que son horaire de travail en tant qu'infirmière laisserait les enfants à la garderie tandis qu'Ethan pouvait se permettre des nounous à plein temps et les meilleures écoles privées. Olivia répondit à chaque question avec une précision calme, refusant de se laisser déstabiliser par les tentatives évidentes de Bradley de la faire paraître instable ou rancunière. Mais elle sentait l'humeur de la salle d'audience changer, sentait que les arguments de Bradley sur les avantages financiers et les opportunités produisaient l'effet escompté. Quand Ethan vint à la barre, Olivia se prépara à d'autres explications édulcorées et à un remords soigneusement élaboré. Au lieu de cela, elle eut droit à quelque chose qui la surprit. Une vérité brute, sans phare. J'étais terrifié, dit Ethan en réponse à la question de Bradley sur sa réaction initiale à la nouvelle de la grossesse. J'ai grandi en famille d'accueil, je n'ai jamais eu de vraie famille. L'idée d'être responsable du bonheur de quelqu'un d'autre, de potentiellement échouer avec des enfants comme mes propres parents avaient échoué avec moi. J'ai paniqué. Mais vous êtes prêt maintenant à accepter cette responsabilité? Je suis prêt à essayer, corrigea Ethan. Je ne peux pas promettre que je serai parfait, mais je peux promettre que je ne les abandonnerai plus jamais. Ils méritent mieux que ce que j'ai donné à Olivia, et je veux avoir la chance de prouver que je peux être le père dont ils ont besoin. Le contre-interrogatoire de Suzanne fut sans pitié. Monsieur Carter, vous dites que vous étiez terrifié à l'idée d'être père. Étiez-vous aussi terrifié à l'idée d'être un petit ami, un partenaire, un mari? Oui. Mais vous avez tout de même entamé une relation avec mademoiselle Bennett, sachant que vous aviez ces problèmes. La mâchoire d'Ethan se contracta. Je pensais que je pouvais gérer ça. Vous pensiez que vous pouviez gérer ça, répéta Suzanne. Mais quand c'est devenu réel, quand il y a eu de vraies conséquences à votre relation, vous avez fui. Oui. Et maintenant, vous voulez que ce tribunal croie que vous êtes prêt à assumer les responsabilités de la paternité. Je suis une thérapie, dit Ethan doucement. Je travaille sur mes problèmes. Depuis combien de temps? Ethan hésita. 6 semaines. 6 semaines de thérapie pour régler toute une vie de problèmes d'abandon, dit Suzanne, sa voix dégoulinant de scepticisme. Monsieur Carter, si vous ne pouviez pas vous engager dans une relation avec la femme que vous prétendez aimer, comment pouvez-vous vous engager envers des enfants qui auront besoin de vous tous les jours pendant les 18 prochaines années? La question flotta dans l'air comme une accusation. Ethan regarda Olivia de l'autre côté de la salle et elle vit quelque chose se briser dans son expression. Je ne peux faire aucune promesse sur l'éternité, dit-il finalement. Mais je peux promettre que je veux essayer. Ce sont mes enfants et je veux avoir la chance de les connaître, même si cela signifie perturber le foyer stable que mademoiselle Bennett a créé.
Je ne veux rien perturber. Je veux en faire partie. Suzanne sourit froidement. Monsieur Carter, vous ne pouvez pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Vous ne pouvez pas abandonner quelqu'un et ensuite vous attendre à être accueilli de nouveau dans sa vie quand ça vous arrange. La paternité n'est pas un travail à temps partiel que l'on prend quand on est prêt. La juge Lynn ordonna une brève suspension de séance et Olivia suivit Suzanne dans le couloir, les mains tremblantes d'adrénaline et d'émotions contenues. « Comment ça s'est passé » demanda Olivia. L'expression de Suzanne était sombre. « Il a été plus honnête que je ne le pensais, ce qui nuit en fait à notre cause. Le tribunal aime voir le remords et l'évolution, et ses avantages financiers sont réels, Olivia. Un juge qui compare école privée et école publique, fonds en fiducie et prêts étudiants, ça va être un facteur. » Lorsque l'audience reprit, la juge Lynn rendit sa décision avec la précision clinique de quelqu'un habitué à changer des vies en quelques mots. Ce tribunal reconnaît M. Carter comme le père biologique des enfants mineurs et lui accorde des droits de visite supervisés, à commencer par 2 heures chaque samedi dans un lieu neutre. Madame Bennett conservera la garde physique principale. M. Carter est condamné à verser une pension alimentaire de $3 000 par mois. Cet arrangement sera réexaminé dans 6 mois pour évaluer la constance et l'engagement de M. Carter dans ses responsabilités parentales. Olivia se sentit à la fois victorieuse et vaincue. Elle avait gardé la garde principale, mais Ethan avait obtenu exactement ce qu'il avait demandé, une reconnaissance légale et un accès à leurs enfants. La bataille était gagnée, mais la guerre était loin d'être terminée. À l'extérieur du palais de justice, Olivia se tenait sur les marches pendant que Suzanne rangeait ses papiers. Ethan sortit seul, son équipe juridique s'étant volatilisée dans des berlines noires. Pendant un instant, seul 1 mètre de béton et 9 mois de souffrance les séparaient. « Olivia » dit Ethan doucement, sa voix lourde de fatigue. Elle lui fit face, surprise de son propre sang-froid. « Vous avez eu ce que vous vouliez. Félicitations. »« Ce n'est pas ce que je voulais, » répondit Ethan. « Je voulais que tu me pardonnes. Je voulais que nous retrouvions notre chemin l'un vers l'autre. » Le rire d'Olivia n'avait rien de joyeux. « Tu voulais te battre. Tu t'es battu, et tu as perdu. Ne me contacte pas en dehors des visites ordonnées par le tribunal, Ethan. C'est fini entre nous. » Elle s'éloigna sans se retourner, laissant Ethan seul sur les marches du palais de justice. Mais même en montant dans la voiture de Rachel, Olivia ne pouvait chasser le souvenir de la douleur brisée dans les yeux d'Ethan lorsqu'elle lui avait porté son coup final. Chapitre 5. Troisième rejet, le piège du bénévolat. 6 mois de visite supervisée avaient établi un rythme douloureux. Chaque samedi à 10 heures du matin, Ethan passait 2 heures sous l'œil vigilant de Madame Clark, puis repartait avec le sentiment d'avoir touché quelque chose de précieux, pour se le voir arracher aussitôt. James et Ava grandissaient à une vitesse alarmante, changeant si rapidement que chaque semaine apportait de nouvelles étapes qu'il manquait entre leurs rencontres guindées. Les visites supervisées étaient des affaires stériles dans une pièce qui sentait le désinfectant et les familles brisées. Madame Clark observait chaque interaction pendant qu'Ethan essayait de créer un lien avec des enfants qui restaient essentiellement des étrangers. « Ce sont de beaux enfants », nota Madame Clark, bien adaptés, en bonne santé, clairement bien soignés. « Ils semblent à l'aise avec vous, Monsieur Carter. » À l'aise. Une évaluation si tiède de ce qui aurait dû être la relation la plus importante de sa vie. Les séances de thérapie avec le docteur Emily Foster étaient devenues les conversations les plus honnêtes de la vie d'Ethan. 2 fois par semaine, il disséquait 32 ans d'évitement émotionnel et de problèmes d'abandon. « Racontez-moi la visite de cette semaine, docteur, » dit Foster. « Ava a ri, » dit Ethan, l'émerveillement dans la voix. Vraiment ri. Je lui faisais des grimaces, et elle a trouvé que c'était la chose la plus drôle du monde. Qu'avez-vous ressenti? Comme une gorgée d'eau quand on meurt de soif. Que faudrait-il pour prouver que vous avez changé? Du temps, dit Ethan immédiatement. De la constance. Être là quand je dis que je le serai. À chaque fois. Aussi longtemps qu'il le faudra. Cette conversation l'amena à sa décision de faire du bénévolat dans le service de pédiatrie de l'hôpital Grace Générale. Travailler avec des enfants qui luttaient pour leur vie mettait ses propres problèmes en perspective. Les enfants se fichaient de sa fortune. Ils voulaient juste quelqu'un pour leur lire des histoires, jouer à des jeux et écouter leurs peurs. Ethan faisait du bénévolat depuis 3 mois quand Olivia découvrit sa présence. 3 mois à lire des histoires à Liam, 8 ans, qui insistait sur le fait que Batman pouvait vaincre le cancer par la seule force de sa détermination.
3 mois à jouer à des jeux de société avec Chloé, qui dessinait ses infirmières préférées et exigeait qu'Ethan les accroche au mur de la salle de jeu. 2. 3 mois à apprendre qu'être vraiment utile était plus gratifiant que n'importe quel succès commercial. Il était en pleine partie de puissance 4 avec Noah, 10 ans, quand il vit Olivia passer devant la fenêtre de la salle de jeu. Elle s'arrêta net, son visage passant par la surprise, la reconnaissance et la fureur. Le rythme cardiaque d'Ethan s'accéléra, mais il se força à finir la partie. Noah suivait une chimiothérapie pour une leucémie, et leurs parties hebdomadaires étaient devenues le point culminant de leurs 2 semaines. Le garçon méritait toute son attention, quelle que soit la tempête qui se préparait sans aucun doute dans le couloir. « Tu m'as laissé gagner », l'accusa Noah, mais il souriait en le disant. « Jamais de la vie », répondit Ethan avec un sérieux fin. « C'est juste que tu deviens trop bon à ce jeu. Tu seras là la semaine prochaine ?» La question qui était devenue un rituel, car les enfants des services de cancérologie pédiatrique apprenaient tôt que les adultes faisaient des promesses qu'ils ne pouvaient pas tenir. Ethan croisa le regard de Noah avec l'honnêteté que le garçon méritait. « Je serai là », dit-il simplement, et il le pensait de toutes les fibres de son être. Olivia l'attendait dans le couloir quand il quitta la salle de jeu, les bras croisés, l'expression furieuse. Elle avait troqué sa blouse d'infirmière pour un jean et un pull, ce qui signifiait que son service était terminé et qu'elle attendait spécifiquement pour l'affronter. « Il faut qu'on parle », dit-elle sans préambule. « Maintenant. » Ethan la suivit dans le couloir, passant devant le poste des infirmières, où plusieurs collègues d'Olivia observaient avec une curiosité non dissimulée. Il avait pris soin de ne pas mentionner son lien avec Olivia pendant son bénévolat, se présentant simplement comme Ethan, un homme d'affaires qui voulait donner en retour, mais les ragots d'hôpital étant ce qu'ils sont, il était inévitable que quelqu'un fasse le lien entre l'homme qui lisait des histoires aux enfants et le père du bébé d'Olivia qui avait causé tant de drames. Olivia le conduisit au parking, ses talons claquant contre le béton avec un rythme sec et colérique. Le son résonnait sous le plafond bas, créant une atmosphère nettement conflictuelle. Lorsqu'ils atteignirent sa voiture, Olivia se tourna pour lui faire face avec la fureur contenue de quelqu'un qui avait planifié cette conversation pendant des heures. « Tu me harcèles sur mon lieu de travail maintenant ?» Sa voix résonna contre les murs de béton, portant le poids de mois de colère refoulée. « Utiliser des enfants malades pour me manipuler ? C'est bas, même pour toi. » L'accusation frappa Ethan comme un coup physique. « Olivia, ce n'est pas ce que tu crois. »« C'est exactement ce que je crois, » l'interrompit-elle, s'approchant jusqu'à ce qu'il puisse voir les éclats dorés dans ses yeux bruns qu'il avait autrefois regardés avec amour. « Tu fais du bénévolat auprès de patients pédiatriques parce que tu sais que je travaille ici. Tu essaies de redorer ton image, de jouer le rôle du père attentionné pendant que tu te bats contre moi pour la garde de nos enfants. Ce n'est pas pour ça que je suis là, dit Ethan désespérément. Je suis bénévole parce que ces enfants ont besoin de gens sur qui compter. Olivia le coupa, sa voix montant à chaque mot. Ils ont besoin d'adultes qui ne disparaîtront pas quand les choses deviendront difficiles. Ils n'ont pas besoin que tu les utilises comme accessoires dans ta campagne pour convaincre un juge que tu as l'étoffe d'un père. Ethan sentit la colère monter dans sa poitrine, non pas contre Olivia, mais contre la situation impossible qu'il s'était créée. Tout ce qu'il faisait maintenant était suspect, chaque geste interprété à travers le prisme de ses échecs passés. Il ne pouvait pas faire de bénévolat dans un hôpital sans que ce soit de la manipulation. Il ne pouvait pas exprimer une véritable attention pour des enfants malades sans que ce soit stratégique. « Tu as tort, dit-il doucement, mais avec une volonté de faire dans la voix. Je suis ici parce que Noah attend nos parties avec impatience, parce que Liam a besoin de quelqu'un pour croire en ses théories de super-héros, parce que Chloé me fait des dessins que j'accroche sur mon réfrigérateur et auxquels je pense tous les jours. » Bien sûr, dit Olivia avec un sarcasme amer. Le type riche qui a abandonné ses propres enfants se soucie soudainement des enfants des autres. Comme c'est pratique. J'essaie d'être une meilleure personne, dit Ethan, sa voix se brisant légèrement sur les mots. J'essaie d'apprendre à me soucier de quelqu'un d'autre que moi-même, mais apparemment, même ça, c'est mal à tes yeux. Olivia rit, mais il n'y avait aucune joie dans son rire. Tu veux savoir ce qui est mal ? Ce qui est mal, c'est que tu essaies de devenir l'homme que j'avais besoin que tu sois, 9 mois trop tard. Tu lis des histoires à des enfants malades pendant que tes propres enfants te voient 2 heures par semaine sous surveillance. Tu apprends à être attentionné et constant avec tout le monde, sauf avec les personnes qui ont vraiment besoin que tu le sois. Les mots atteignirent leur cible avec une précision dévastatrice. Ethan sentit quelque chose se fissurer à l'intérieur de sa poitrine.
Le sang-froid qu'il avait maintenu pendant des mois commençait enfin à s'effriter. Je les vois toutes les semaines, dit-il faiblement. J'essaie de construire une relation avec James et Ava. 2 heures le samedi, ce n'est pas une relation, rétorqua Olivia. C'est un rendez-vous. Ces enfants ne te connaissent pas, Ethan. Ils ne te font pas confiance. Ils ne courent pas vers toi quand ils ont peur ou ne te cherchent pas quand ils sont heureux parce que tu n'as pas mérité ces choses. Mais d'une manière ou d'une autre, tu penses que faire du bénévolat ici prouvera que tu es prêt à être père. Ethan voulait lui parler de la thérapie, des progrès qu'il avait faits dans la compréhension de sa propre psychologie, de la façon dont le travail avec des enfants en phase terminale lui avait appris le courage et la résilience. Mais la colère d'Olivia était un mur qu'il ne pouvait pas franchir avec des explications ou des justifications. J'essaie, dit-il simplement. Les mots étaient inadéquats mais honnêtes. Tu te donnes en spectacle, corrigea Olivia, sa voix d'un calme mortel. Tu fais un show pour le tribunal, pour les travailleurs sociaux, pour tout le monde sauf pour les personnes qui comptent vraiment. Ces enfants te font confiance parce qu'ils ne savent pas qui tu es vraiment. Mais moi, je le sais. Je sais que tu fuis quand les choses deviennent sérieuses. Elle se dirigea vers sa voiture, sortant les clés de son sac avec des mains qui tremblaient légèrement malgré sa fureur contenue. Ethan fit un pas en avant instinctivement, une partie de lui croyant encore qu'il pouvait arranger les choses avec les bons mots. « Olivia, s'il te plaît, laisse-moi juste t'expliquer. » « Expliquer quoi ?» Elle se retourna vivement vers lui, et Ethan vit des larmes perler dans ses yeux malgré sa colère. « Expliquer comment tu ne pouvais pas t'engager envers la femme que tu prétends aimer, mais que tu peux t'engager à lire des histoires à des patients atteints de cancer ? Expliquer comment tu peux te montrer constant pour des enfants qui ne sont pas les tiens, mais que tu n'as pas pu te montrer pour les tiens. » Le parking tomba dans le silence, à l'exception du bruit lointain de la circulation de la rue au-dessus. Olivia se tenait à côté de sa voiture, les clés serrées dans son poing, ressemblant en tout point à la mère guerrière protégeant ses petits d'une menace qu'il ne comprenait pas. « Je t'aime, » dit Ethan désespérément, les mots arrachés du plus profond de sa poitrine. « Je t'aime, et j'aime nos enfants, et je sais que j'ai fait de terribles erreurs, mais... » « L'amour, » répéta Olivia, comme si le mot avait un goût amer dans sa bouche. « Tu continues d'utiliser ce mot comme s'il signifiait quelque chose, comme s'il excusait tout ce que tu as fait. »« Ça n'excuse rien, » admit Ethan. « Mais c'est réel, Olivia. Quoi que tu penses de moi, ce que je ressens pour toi est réel. » Olivia le fixa un long moment, et Ethan vit quelque chose qui aurait pu être de la douleur traverser ses traits avant que le masque protecteur ne se remette en place. « Tu sais ce que je vois quand je te regarde ?» demanda-t-elle doucement. « Je vois un homme qui est très doué pour vouloir des choses qu'il ne peut pas avoir, et très mauvais pour se battre pour les choses qu'il peut avoir. Tu veux m'aimer. Tu veux être un père pour nos enfants. Alors arrête de te donner en spectacle pour tout le monde, et commence à faire le travail là où ça compte vraiment. » Elle ouvrit la portière de sa voiture, puis s'arrêta pour lui asséner un dernier coup dévastateur. « Ces enfants là-bas, » dit-elle en désignant l'hôpital. « Ils te font confiance, parce qu'ils ne savent pas que tu vas partir. Mais James et Ava le sauront, parce que je m'assurerai qu'ils comprennent que l'amour n'est pas quelque chose que l'on ressent, c'est quelque chose que l'on fait, chaque jour, même quand c'est difficile, surtout quand c'est difficile. » Olivia monta dans sa voiture et s'éloigna, laissant Ethan seul sous les lumières crues des néons du parking. Autour de lui, les murs de béton semblaient se refermer, portant le poids de tout ce qu'il avait perdu, et qu'il ne retrouverait peut-être jamais. Mais alors même qu'il se tenait là, noyé dans les décombres d'une autre tentative de connexion ratée, le téléphone d'Ethan vibra avec un SMS de la coordinatrice des bénévoles. « Noah demande si tu viens la semaine prochaine. La chimio ne se passe pas bien, et il aurait vraiment besoin d'un ami. » Ethan fixa le message, déchiré entre l'accusation d'Olivia selon laquelle il se donnait en spectacle, et le besoin sincère d'un garçon de 10 ans qui se battait pour sa vie. Peut-être qu'Olivia avait raison. Peut-être que tout ce qu'il faisait maintenant était entaché par ses échecs passés. Suspect à cause de son abandon envers elle et leurs enfants. Mais Noah l'attendait. Liam lui avait demandé d'apporter une nouvelle bande dessinée de Batman. Chloé travaillait sur un dessin qu'elle voulait lui montrer. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar, Ethan comprit la différence entre faire quelque chose parce que ça l'aiderait, et faire quelque chose parce que c'était juste. Olivia ne lui pardonnerait peut-être jamais de faire du bénévolat dans son hôpital. Le tribunal ne le verrait peut-être jamais comme authentique plutôt que stratégique. Mais Noah avait besoin qu'il soit là la semaine prochaine.
Et pour une fois dans sa vie, Ethan Carter allait être là pour quelqu'un qui avait besoin de lui, peu importe si cela aidait sa propre cause, même si cela lui coûtait tout le reste. Chapitre 6. Quatrième rejet, la bataille pour la garde. La décision de demander la garde partagée fut prise lors d'une nuit d'insomnie en novembre, 3 mois après la confrontation dans le parking avec Olivia. Ethan avait honoré son engagement envers Noah, Liam, Chloé et les autres enfants, se présentant chaque semaine malgré les accusations d'Olivia. Mais ses propres enfants restaient des étrangers. James et Ava avaient maintenant 8 mois, développant des personnalités qu'Ethan ne pouvait qu'entrevoir lors de brèves visites le samedi. Ava était prudente et observatrice, étudiant son visage avant de lui accorder de rares sourires. James était extraverti, attrapant la montre d'Ethan et gloussant, mais même son ouverture semblait conditionnelle. Le point de rupture survint quand Ava fit ses premiers pas lors d'une visite. Elle se déplaçait le long des meubles quand elle lâcha soudainement prise et fit 3 pas chancelants vers Ethan avant de tomber dans ses bras. La joie sur son visage, la fierté de son accomplissement, c'était tout ce dont Ethan avait rêvé en tant que père. Mais Olivia apprendrait ses premiers pas par le rapport de Madame Clark. Ava referait ses premiers pas à la maison, et Olivia penserait assister à une grande étape alors qu'elle ne verrait qu'une répétition. Cette nuit-là, Ethan appela William Bradley. « Je veux demander la garde partagée », dit Ethan sans préambule. « Ethan, nous en avons discuté. Construire lentement pourrait être. » « Ma fille a fait ses premiers pas aujourd'hui », l'interrompit Ethan. « Et sa mère n'était pas là parce que nous sommes piégés dans ce système où je suis traité comme un criminel rendant visite à mes propres enfants. La garde partagée sera une bataille. Mademoiselle Bennett se battra de toutes ses forces. Alors nous nous battrons aussi, dit Ethan, sa voix plus dure qu'il ne l'avait jamais entendue. J'ai fait tout ce que le tribunal a demandé. Il est temps que mes enfants sachent que leur père est plus qu'un étranger du samedi. Êtes-vous sûr? Une fois la demande déposée, il n'y aura pas de retour en arrière. Ça va devenir moche. Ethan pensa aux pas hésitants d'Ava, au rire ravi de James, à tous les moments qu'il manquait. Déposez les papiers, dit-il. Olivia regardait les documents juridiques éparpillés sur la table de sa cuisine, ses mains tremblant d'un mélange de rage et de terreur. Requête en modification des modalités de garde, motion pour la garde physique conjointe, demande de visite avec nuitée. Visite avec nuitée. L'idée d'envoyer James et Ava pour des nuits entières, de ne pas être là s'ils pleuraient ou avaient besoin de réconfort, serrait la poitrine d'Olivia de panique. Ils étaient encore des bébés, encore allaités, encore totalement dépendants des routines et de la sécurité qu'elle s'était tant efforcée d'établir. « Il le fait vraiment ?» dit Rachel de l'autre côté de la table, sa voix tendue d'incrédulité. « Après tout ce que tu lui as dit, il essaie vraiment de te les prendre. »« Pas de me les prendre », corrigea Olivia automatiquement, bien que la distinction lui semblât futile. La garde partagée signifie qu'ils passeraient la moitié de leur temps avec lui, la moitié de leur vie avec un homme qu'ils connaissent à peine. Suzanne Harper étala les documents juridiques avec une efficacité sinistre, son expression plus sérieuse qu'Olivia ne l'avait vue lors de leur précédente bataille judiciaire. « C'est plus agressif que ce à quoi je m'attendais, » admit Suzanne. Bradley demande une garde à 50-50e, en alternant les semaines. Ils soutiennent que M. Carter a fait preuve de constance et d'engagement à travers ses visites supervisées et que les enfants bénéficieraient d'un temps égal avec les 2 parents. « Ce sont des bébés, » dit Olivia désespérément. « Ils ont 8 mois. Ils ont besoin de stabilité, de routine, de constance. En quoi faire la navette entre 2 maisons est-ce constant? Les tribunaux sont de plus en plus favorables aux droits des pères, répondit prudemment Suzanne. Eta James Carter a des avantages considérables, stabilité financière, casier judiciaire vierge, et il a été constant dans ses visites. De plus, les enfants réagissent bien à sa présence, selon les rapports des travailleurs sociaux. Olivia sentit le contrôle qu'elle avait maintenu pendant des mois commencer à se fissurer. Alors, quelles sont mes chances? Suzanne hésita, ce qui était une réponse suffisante. Si cela va au procès, ce sera difficile. Bradley dépeindra un père qui s'est vu systématiquement refuser l'accès à ses enfants, malgré un engagement sincère. Ils soutiendront que vous êtes vengeresse, empêchant les enfants d'avoir une relation avec leur père. Je les protège, dit Olivia férocement. Je les protège d'un homme qui nous a abandonnés une fois et qui pourrait le refaire. Je le sais, mais nous devons le prouver au tribunal, et cela signifie exposer le schéma d'abandon de M. Carter d'une manière qui convaincra un juge que la garde partagée n'est pas dans le meilleur intérêt des enfants.
Olivia se sentit piégée entre des choix impossibles, se battre et risquer de perdre ses enfants au profit d'un homme qui avait déjà prouvé son manque de fiabilité, ou ne pas se battre et les lui céder volontairement. Dans les deux cas, James et Ava paieraient le prix des échecs de leurs parents. « De quoi avez-vous besoin de ma part » demanda Olivia doucement. « De tout » répondit Suzanne. « Chaque détail de votre relation, chaque promesse qu'il a rompue, chaque fois qu'il a choisi autre chose que vous et les enfants. Nous devons construire un dossier qui montre un schéma d'abandon et d'instabilité qui rendrait la garde partagée préjudiciable aux enfants. » La salle d'audience était bondée pour l'audience de garde. Olivia était assise à côté de Suzanne, essayant de paraître calme tandis que son cœur battait la chamade. Cette fois, les enjeux semblaient infiniment plus élevés. Il ne s'agissait plus seulement de visites, mais de qui élèverait James et Ava. Bradley se leva avec une précision théâtrale. « Votre honneur, au cours des 8 derniers mois, M. Carter a fait preuve d'un engagement inébranlable envers ses enfants. Il a assisté à chaque visite programmée, a maintenu les paiements de pension alimentaire et a pris des mesures importantes pour régler les problèmes personnels qui ont conduit à son absence initiale. » Bradley décrivit les séances de thérapie d'Ethan, son travail de bénévole et sa conformité totale avec les ordonnances du tribunal. Suzanne se leva pour la défense, la bataille difficile se lisant dans sa posture. « Votre honneur, M. Carter a peut-être été constant pendant 8 mois, mais la constance sous surveillance judiciaire est différente de la réalité quotidienne de l'éducation des enfants. Madame Bennett a été la seule soignante depuis la naissance, gérant les tétés de minuit, les maladies, les poussées dentaires, chaque aspect de leurs soins, tandis que M. Carter profitait de temps de jeux programmés et supervisés. Les témoins à charge appelés par Bradley furent dévastateurs. Madame Clark témoigna de la croissance d'Ethan en tant que père. Le docteur Foster parla de ses progrès en thérapie. Le plus dommageable fut le témoignage du docteur Lauren Park, une psychologue pour enfants. Les enfants bénéficient énormément de relations solides avec leurs 2 parents, expliqua le docteur Park. La recherche montre que les enfants avec des pères impliqués démontrent une meilleure régulation émotionnelle, une plus grande estime de soi, une plus grande réussite scolaire. Refuser à ces enfants un temps égal avec leur père pourrait avoir des effets négatifs durables. Quand Olivia vint à la barre, elle eut l'impression de marcher vers son exécution. « Madame Bennett, » commença doucement Suzanne, « pouvez-vous décrire la réalité quotidienne des soins de jumeaux en bas âge ?» Olivia prit une inspiration, essayant de trouver des mots qui pourraient transmettre le bel épuisement de la maternité. Ils se réveillent toutes les 3 heures, parfois plus souvent. Ils ont besoin d'être nourris, changés, réconfortés. Quand l'un dort, l'autre est souvent éveillé. Je n'ai pas eu une nuit complète de sommeil en 8 mois, mais je n'échangerai pas un seul instant. Monsieur Carter a-t-il déjà pris soin des enfants pendant la nuit? Non. Il ne les a jamais eus plus de 2 heures à la fois, et toujours sous surveillance. Quelles sont vos préoccupations concernant la garde partagée? Olivia regarda Ethan de l'autre côté de la salle, qui la regardait avec une attention si concentrée que sa poitrine se serra. James et Ava me connaissent. Ils connaissent ma voix, mon odeur, mon contact. Je suis leur sécurité, leur réconfort quand ils ont peur ou mal. Ils n'ont pas ce même lien avec leur père parce qu'il n'a pas été là pour les moments quotidiens qui construisent la confiance. Le contre-interrogatoire de Bradley fut brutal mais attendu. Il dépeignit Olivia comme surprotectrice, refusant de permettre aux enfants de créer des liens avec leur père, motivés par la rancune plutôt que par leur meilleur intérêt. Mademoiselle Bennett, n'est-il pas vrai que vous n'avez fait aucun effort pour faciliter une relation plus profonde entre M. Carter et ses enfants? J'ai suivi chaque ordonnance du tribunal à la lettre, répondit Olivia prudemment. Ce n'est pas ce que j'ai demandé. Avez-vous fait le moindre effort pour aider vos enfants à créer des liens avec leur père en dehors des visites requises? Olivia se sentit piégée. La réponse honnête était non. Elle n'avait rien fait pour encourager une relation entre Ethan et leurs enfants au-delà de ce que le tribunal exigeait. Mais l'admettre la faisait paraître vengeresse et peu coopérative. J'ai protégé mes enfants de la déception, dit-elle finalement. Je ne les laisserai pas s'attacher à quelqu'un qui pourrait repartir. Mais M. Carter n'est pas parti, n'est-ce pas? Il a été constant pendant 8 mois. 8 mois, ce n'est pas toute une vie, rétorqua Olivia. 8 mois ne suffisent pas à prouver que quelqu'un qui m'a abandonné pendant ma grossesse est prêt à être un père fiable. Quand Ethan vint à la barre, Olivia se prépara au même remords soigneusement élaboré qu'il avait montré lors de la première audience. Au lieu de cela, elle eut droit à quelque chose qui la surprit. Une honnêteté brute qui allait droit au cœur de leur situation.
J'ai fait la pire erreur de ma vie en quittant Olivia, dit Ethan en réponse à la question d'ouverture de Bradley. Pas seulement parce que je l'ai blessé, mais parce que je me suis privé de moi avec mes enfants que je ne pourrai jamais récupérer. Êtes-vous prêt à assumer l'entière responsabilité de la garde partagée? Je suis prêt à essayer, dit Ethan, faisant écho à son témoignage précédent. J'ai appris tout ce que je pouvais sur le développement de l'enfant, sur les besoins spécifiques des nourrissons. J'ai sécurisé mon appartement pour les bébés, engagé un service de nounou pour un soutien d'appoint et réorganisé mon horaire de travail pour m'adapter à leurs besoins. Le contre-interrogatoire de Suzanne se concentra sur les mêmes thèmes qu'auparavant. Mais cette fois, les réponses d'Ethan avaient plus de poids en raison de sa constance démontrée. Monsieur Carter, vous dites que vous êtes prêt à assumer l'entière responsabilité. Que se passera-t-il quand l'un des enfants tombera malade à 3 heures du matin, quand ils feront leurs dents et pleureront de manière inconsolable, quand vous aurez une crise professionnelle qui exigera votre attention? Les enfants passent en premier, dit Ethan sans hésitation. J'ai appris cela en regardant Olivia ces derniers mois. Quoi qu'il arrive dans ma vie, les besoins de James et Ava passent avant tout. Et si prendre soin d'eux devient écrasant, si la réalité ne correspond pas à vos attentes? Ethan regarda directement Olivia en répondant, ses yeux gris croisant les siens avec une sincérité indubitable. Alors je trouverai une solution. Je demanderai de l'aide. J'apprendrai. Je m'adapterai. Mais je ne fuirai pas. J'ai appris la différence entre avoir peur et être un lâche, et je ne serai pas un lâche quand il s'agit de mes enfants. La juge Lynn ordonna une suspension, et Olivia suivit Suzanne dans le couloir, ses jambes chancelantes d'adrénaline et de peur. C'est grave, demanda Olivia, bien qu'elle connaisse déjà la réponse d'après l'expression de Suzanne. Grave, admit Suzanne. Il a été constant. Il est préparé. Et les enfants réagissent bien à sa présence. À moins que nous ne puissions prouver une inaptitude ou un danger réel, le tribunal est susceptible d'accorder une forme de garde élargie. Lorsque l'audience reprit, la juge Lynn rendit sa décision avec la précision clinique qu'Olivia en était venue à redouter. Ce tribunal a examiné tous les témoignages et preuves présentés. Bien que Madame Bennett ait été une gardienne principale exemplaire, les preuves montrent que M. Carter a fait preuve d'un engagement sincère envers ses enfants et a pris des mesures importantes pour régler les problèmes qui ont conduit à son absence initiale. Olivia sentit le monde basculer tandis que la juge Lynn continuait. Cependant, étant donné le jeune âge des enfants et leur routine établie avec Madame Bennett, ce tribunal mettra en place un calendrier de garde progressif. M. Carter aura des visites avec nuitée un week-end sur 2, s'étendant à des semaines alternées lorsque les enfants auront 18 mois. Madame Bennett conservera la garde physique principale, mais les 2 parents partageront la garde légale et les responsabilités décisionnelles. Olivia entendit à peine le reste de la décision à travers le rugissement dans ses oreilles. Visite avec nuitée, garde légale, responsabilité décisionnelle. Elle avait perdu. Pas complètement, mais de manière assez catastrophique pour que son monde ne soit plus jamais le même. À l'extérieur du palais de justice, Olivia se tenait sur les marches pendant que Suzanne rassemblait ses papiers et se préparait à partir. Ethan sortit du bâtiment avec son équipe juridique, mais quand il vit Olivia, il les congédia d'un geste et se dirigea vers elle. « Olivia » dit-il doucement, et elle put entendre quelque chose qui aurait pu être du regret dans sa voix. Elle se tourna pour lui faire face, surprise par l'engourdissement qui avait remplacé sa panique antérieure. « Félicitations, tu as eu ce que tu voulais. »« Ce n'est pas ce que je voulais, » répondit Ethan, faisant écho à ses paroles d'il y a 8 mois. « Je voulais que nous travaillions ensemble pour le bien des enfants. Je voulais trouver un moyen d'être une famille, même si ce n'est pas du genre traditionnel. » Olivia rit, mais le son sortit brisé et aigu. « Tu voulais te battre. Tu t'es battu. Et tu as perdu. J'ai toujours la garde principale, et les enfants m'appelleront toujours quand ils auront peur au milieu de la nuit. Tu as les week-ends et un jour férié sur 2. Mais tu n'auras jamais le droit d'être leurs vrais parents. » Les mots étaient cruels, et Olivia le savait. Mais elle se noyait dans la réalité de ce qui venait de se passer, et la cruauté semblait la seule bouée de sauvetage disponible. « Ce sont mes enfants aussi, » dit Ethan doucement. « Je sais que je n'ai pas encore mérité le droit d'être leur père, mais je vais continuer d'essayer jusqu'à ce que j'y arrive. » Olivia le fixa, cet homme qui avait détruit sa confiance et qui démantelait maintenant systématiquement la vie qu'elle avait construite pour leurs enfants. Pendant un instant, elle vit une lueur de l'homme qu'elle avait autrefois aimé, vulnérable, déterminé, portant sa propre douleur mais refusant de la laisser le vaincre. Puis l'instant passa,
et tout ce qu'elle pouvait voir était l'ennemi qui venait de gagner une bataille qu'elle ne pouvait pas se permettre de perdre. « Tu voulais te battre pour nos enfants » dit Olivia, sa voix froide de finalité. « Bien. Mais comprends bien ceci. Chaque jour qu'ils passeront avec toi, ils sauront que tu es l'homme qui a abandonné leur mère quand elle avait le plus besoin de toi. Ils sauront qu'il a fallu qu'un tribunal te force à être leur père. Et quand ils seront assez grands pour choisir, ils choisiront le parent qui était là depuis le début. » Elle s'éloigna sans se retourner, laissant Ethan seul sur les marches du palais de justice. Mais même en montant dans la voiture de Rachel, même en se disant qu'elle se battrait contre ce nouvel arrangement à chaque étape, Olivia ne pouvait chasser le souvenir de la douleur dans les yeux d'Ethan lorsqu'elle lui avait porté son coup final. Pour la première fois depuis le début de ce cauchemar juridique, elle se demanda si peut-être son besoin de protéger ses enfants ne causait pas autant de dégâts que l'homme dont elle essayait de les protéger. Le point de rupture 8 mois après la naissance des jumeaux, la vie d'Ethan s'était installée dans un rythme à la fois routinier et déchirant. Un vendredi sur deux, il transformait son pantoute stérile en quelque chose qui ressemblait à un foyer pour 2 enfants de 18 mois qui restaient de beaux et polis étrangers. James et Ava avaient appris ses habitudes. Il savait qu'il leur lirait des histoires avec des voix amusantes, qu'il avait des jouets spécifiques juste pour eux, qu'il était le père du week-end qui en faisait trop et souriait trop. Mais ils ne couraient pas vers lui quand il tombait. Ils ne cherchaient pas son réconfort quand ils avaient peur. Quand il pleurait, ils demandaient « Maman » avec la certitude déchirante des enfants qui savent exactement qui est leur personne de confiance. Et ce n'était pas l'homme qui leur achetait des jouets chers et vivait dans un appartement qui ressemblait plus à un musée qu'à une maison. Les visites avec nuitée étaient des exercices de chorégraphie minutieuse. Ethan avait engagé Carla Morale, une nounou avec 20 ans d'expérience, pour l'aider pendant les séjours des enfants, non pas parce qu'il ne pouvait pas s'occuper seul de 2 bambins, mais parce que James et Ava avaient besoin de la sécurité de quelqu'un de familier lorsque leur monde changeait un week-end sur 2. Ce sont de bons enfants, lui disait souvent Carla en regardant Ethan essayer de convaincre Ava de manger son dîner, ou de persuader James de jouer avec autre chose que la boîte en carton dans laquelle ses jouets coûteux étaient arrivés. Mais ils ne te connaissent pas encore. Ils sont polis avec toi, comme si tu étais un gentil étranger. Il faut du temps pour se sentir comme une famille. Le temps. La seule chose qu'Ethan ne pouvait pas acheter. Ni négocier. Ni forcer. Un week-end sur 2, il avait 48 heures pour se montrer digne d'enfants qui avaient déjà décidé que l'amour vivait dans un petit appartement de l'autre côté de la ville, avec une mère qui chantait des berceuses fausses et savait exactement comment faire disparaître leur peur. Ces séances de thérapie avec le docteur Foster étaient devenues des exercices d'honnêteté brutale sur la situation impossible qu'il s'était créée. « Parlez-moi de ce week-end » dit le docteur Foster lors de leur séance du mardi, son attention patiente focalisée sur l'homme qui avait appris à disséquer ses propres échecs avec une précision clinique. « Ava a fait un cauchemar » dit Ethan en fixant ses mains. « Elle s'est réveillée en pleurant, réclamant Olivia, et rien de ce que j'ai fait n'a pu la réconforter. J'ai essayé de lui lire une histoire, de chanter les chansons que j'avais entendu Olivia chanter, j'ai même appelé Olivia pour voir si elle pouvait t'aider par téléphone. Mais Ava n'arrêtait pas de pleurer après sa maman, et je me suis senti comme un intrus dans la vie de mon propre enfant. Comment vous êtes-vous senti » Ethan resta silencieux un long moment, cherchant des mots qui pourraient capturer la solitude dévastatrice d'être sollicité par des enfants qui, en réalité, ne voulaient pas de vous. Comme si j'étais puni pour le reste de ma vie pour une terrible décision, dit-il finalement. Comme si peu importe ce que je fais, à quel point je suis constant, à quel point je les aime, je serai toujours le parent de substitution, celui qu'ils tolèrent parce qu'ils le doivent, pas celui qu'ils choisissent parce qu'ils le veulent. Pensez-vous que ce soit la faute d'Olivia ? La question flotta dans l'air comme un défi. Le premier instinct d'Ethan fut de dire oui. Olivia aurait pu rendre les choses plus faciles, aurait pu aider les enfants à s'adapter, aurait pu être moins froide lors de leurs échanges. Mais ces mois de thérapie lui avaient appris à regarder au-delà de ses réactions initiales. C'est de ma faute, admit-il. J'ai créé cette situation quand j'ai abandonné Olivia pendant sa grossesse. Tout le reste, les batailles juridiques, la confusion des enfants, leur préférence pour leur mère, n'est que la conséquence de ce choix initial. Que faudrait-il pour changer cette dynamique ? Ethan rit, mais il n'y avait aucune gaieté dans son rire. Une machine à remonter le temps. La capacité de revenir en arrière et d'être l'homme dont Olivia avait besoin que je sois depuis le début. Puisque le voyage dans le temps n'est pas disponible, quelle est l'alternative ? Je ne sais pas, dit Ethan honnêtement. Je continue de me présenter, de continuer d'essayer,
de continuer d'espérer qu'un jour James et Ava me verront comme plus que l'obligation du week-end. Mais parfois, je pense qu'il serait mieux si je disparaissais à nouveau. Le docteur Foster se pencha légèrement en avant, son expression s'aiguisant. Croyez-vous vraiment cela? Non, dit Ethan immédiatement. Mais j'y pense. Quand Ava pleure pour sa maman et que je ne peux pas la réconforter, quand James demande quand il rentre à la maison pendant notre samedi au parc, quand ils s'illuminent tous les deux quand Olivia vient les chercher d'une manière dont ils ne s'illuminent jamais en me voyant. Je me demande si ma présence dans leur vie les aide ou si elle ne fait que rendre tout le monde malheureux. C'était cette conversation qui tournait en boucle dans la tête d'Ethan lorsque son assistante fit irruption dans son bureau un jeudi après-midi de décembre, son calme habituel brisé par la nouvelle qu'elle apportait. « Monsieur Carter, dit Lorraine à bout de souffle. Il y a eu un incendie dans l'immeuble d'Olivia. Les enfants. » Ethan était déjà en mouvement avant qu'elle ait fini sa phrase, attrapant ses clés et sa veste tandis que son cœur martelait ses côtes. Le trajet jusqu'au quartier d'Olivia se déroula dans un flou de feux de circulation et de scénarios catastrophes. Lorsqu'il arriva sur les lieux, les pompiers avaient maîtrisé l'incendie, mais la façade de l'immeuble était noircie par la fumée et le parking était rempli de résidents déplacés, serrant contre les quelques affaires qu'ils avaient réussi à sauver. Ethan trouva Olivia assise sur le trottoir d'en face, encore en tenue d'hôpital, tenant James et Ava dans ses bras tout en fixant l'immeuble qui avait été leur maison. Des volontaires de la Croix-Rouge distribuaient des couvertures et de l'eau, mais Olivia semblait indifférente à tout sauf aux deux enfants dans ses bras. Ethan s'approcha lentement, craignant que sa présence n'aggrave en quelque sorte cette tragédie. Quand Olivia leva les yeux et le vit, son visage passa par une succession rapide d'émotions, surprise, lassitude, puis quelque chose qui ressemblait dangereusement à du soulagement. « Comment as-tu, commença-t-elle à demander. Lorraine l'a vu aux informations, expliqua doucement Ethan, s'agenouillant sur le trottoir à côté d'eux. « Êtes-vous blessé? Les enfants vont bien. » « Nous allons bien, dit Olivia automatiquement, mais sa voix tremblait en le disant. « Nous sommes sortis à temps. » Tout le monde est sorti, mais tout le reste. Elle fit un geste impuissant vers l'immeuble, et Ethan put voir des fenêtres endommagées par la fumée à ce qu'il savait être le 3e étage, où le petit appartement d'Olivia avait été leur sanctuaire. James leva les yeux vers Ethan avec curiosité, apparemment imperturbable par le chaos ambiant. « P.A. dit-il clairement, utilisant le mot qu'Olivia avait appris aux deux enfants, malgré tout ce qui s'était passé entre eux. « Camion-pompier. »« Je le vois, mon grand, dit doucement Ethan, le cœur brisé par la manière décontractée dont son fils l'incluait dans ce moment de crise. « Le gros camion rouge, c'est ça ?» Ava était moins intéressée par la conversation, son visage pressé contre l'épaule d'Olivia, avec l'abandon épuisé d'un enfant qui avait vécu trop d'émotions pour une seule journée. Mais quand elle aperçut Ethan, elle tendit une petite main vers lui, un geste de confiance qui ressembla à un cadeau inattendu. Olivia, dit prudemment Ethan, « Je sais que tu ne veux pas de mon aide, mais... » « Ne fais pas ça, l'interrompit Olivia, mais sa voix manquait de son tranchant habituel. « Juste, ne fais pas ça. Je ne peux pas supporter ta pitié en plus de tout le reste. » Ethan s'installa plus confortablement sur le trottoir, ignorant le froid de décembre qui s'infiltrait à travers son costume coûteux. « Ce n'est pas de la pitié alors. »« Qu'est-ce que c'est ?» La question flotta entre eux, et Ethan réalisa que c'était la première vraie conversation qu'ils avaient eue depuis des mois qui n'était pas filtrée par des avocats, des travailleurs sociaux ou la chorégraphie soignée des échanges de garde. « C'est de l'amour, dit-il simplement. Je t'aime. Je t'ai aimé tout ce temps, et j'étais trop brisé pour l'admettre. » Le rire d'Olivia fut sec et amer. « De l'amour? Tu penses que c'est de l'amour, de débarquer au pire moment de ma vie avec tes déclarations? » Non, dit calmement Ethan. L'amour aurait été de rester quand les choses sont devenues difficiles la première fois. L'amour aurait été de répondre à tes appels quand tu étais enceinte et effrayée. L'amour aurait été de se battre pour nous au lieu de fuir. Olivia le fixa, ne s'attendant clairement pas à une telle honnêteté sans phare. Autour d'eux, le chaos contrôlé de la scène d'incendie continuait. Des pompiers vérifiant les points chauds, des volontaires de la Croix-Rouge coordonnant un hébergement temporaire, des voisins se réconfortant mutuellement face au choc du déplacement soudain. « Alors qu'est-ce que c'est, dans ce cas ?» demanda Olivia, sa voix à peine audible au-dessus du bruit ambiant. « C'est moi qui comprends trop tard ce que j'ai jeté, répondit Ethan. C'est moi qui sais que je ne peux pas réparer ce que j'ai cassé, mais qui refuse d'aggraver les dégâts en disparaissant à nouveau. » Ava s'était endormie contre l'épaule d'Olivia, son petit visage paisible malgré le chaos ambiant.
James luttait contre le sommeil avec la détermination d'un tout petit qui ne voulait rien manquer d'intéressant, ses yeux lourds mais fixés sur les camions de pompiers avec fascination. « Ma sœur vient nous chercher, dit finalement Olivia. Nous resterons avec elle jusqu'à ce qu'on trouve un autre endroit. » Ethan hocha la tête, ne se faisant pas confiance pour parler. L'envie d'offrir son pantouse, ses ressources, son aide était écrasante, mais il avait appris que l'indépendance d'Olivia était à la fois sa force et son armure. Elle n'accepterait pas son aide, car l'accepter signifierait reconnaître qu'elle avait besoin de lui, et elle avait travaillé si dur pour construire une vie qui ne dépendait pas d'hommes peu fiables. Les affaires des enfants, dit Ethan à la place, leurs vêtements, leurs jouets. Parti, dit Olivia d'un ton sec. Tout est parti. Leurs livres de bébé, leur première tenue, les couvertures avec lesquelles ils dormaient depuis leur naissance, tout ça. La dévastation dans sa voix brisa quelque chose dans la poitrine d'Ethan. Ce n'était pas seulement des possessions, c'étaient les preuves tangibles de la brève histoire de James et Ava, les artefacts de l'amour de leur mère qui ne pouvaient être remplacés par de l'argent ou de bonnes intentions. « Je suis vraiment désolé, dit Ethan, et il le pensait plus qu'il n'avait pensé quoi que ce soit depuis des mois. « Vraiment ?» Olivia se tourna pour le regarder directement, ses yeux bruns contenant plus de douleur que de colère pour la première fois depuis l'hôpital. « Es-tu désolé que cela soit arrivé, ou es-tu désolé de ne pas pouvoir le réparer ?» La question était juste et dévastatrice. Ethan avait passé tant de mois à essayer de réparer ce qu'il avait brisé par des actions en justice et des grands gestes, qu'il avait oublié comment simplement s'asseoir avec la douleur de quelqu'un d'autre sans essayer de la résoudre. « Je suis désolé que vous et les enfants traversiez cela, dit-il prudemment. Je suis désolé que la vie continue de vous lancer des obstacles alors que vous portez déjà tant de choses. Et je suis désolé que ma présence ici rende probablement les choses plus difficiles au lieu de les faciliter. » Olivia resta silencieuse un long moment, étudiant son visage comme pour décider si ses paroles étaient sincères ou une autre performance. « Tu veux savoir le pire, dit-elle finalement. Le pire, c'est que quand je t'ai vu marcher vers nous, pendant une seconde, j'ai été soulagé. Pendant un stupide moment, j'ai pensé, Dieu merci, quelqu'un est là pour aider. Et puis je me suis souvenu que tu n'es pas quelqu'un sur qui je peux compter. » Les mots le frappèrent comme des coups physiques, chacun visant précisément le cœur de ses échecs. Mais sous la douleur, Ethan entendit quelque chose qui lui donna la plus petite lueur d'espoir. Olivia avait été soulagée de le voir. Même si ce n'était que pour un instant. « Tu peux compter sur moi, dit-il doucement. Je sais que mon passé ne le prouve pas, mais Olivia, tu peux compter sur moi pour les enfants. Pour tout ce dont tu as besoin. Aussi longtemps que tu en auras besoin. » Vraiment ? La voix d'Olivia était rauque d'épuisement et de larmes non versées. Puis-je compter sur toi quand les factures d'avocats s'accumuleront? Quand la compagnie d'assurance essaiera de refuser notre réclamation? Quand les enfants demanderont pourquoi on ne peut pas rentrer à la maison? Seras-tu toujours là quand nous aider cessera de sembler noble et commencera à ressembler à du travail? Ethan regarda ses enfants James, succombant finalement au sommeil dans les bras d'Olivia, Ava, bavant légèrement sur l'épaule de sa mère et sentit quelque chose s'installer dans sa poitrine qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Pas l'amour désespéré qui exigeait la réciprocité. Pas le besoin coupable de réparer ce qu'il avait brisé. Mais un engagement simple et inébranlable. Oui, dit-il sans hésitation. Je serai là pour tout ce qui suivra, que tu me veuilles ici ou non. Pas parce que j'attends quoi que ce soit de toi. Pas parce que je pense que cela me vaudra ton pardon. Mais parce que tu es la mère de mes enfants et que tu ne devrais pas avoir à affronter ça seule. Olivia le fixa un long moment et Ethan vit ses murs soigneusement construits vaciller légèrement. « Ma sœur vient, répéta-t-elle, mais avec moins de conviction qu'auparavant. »« D'accord, dit simplement Ethan, j'attendrai avec vous jusqu'à ce qu'elle arrive. » Et ainsi, ils restèrent assis ensemble sur le trottoir alors que l'obscurité de décembre tombait autour d'eux. Deux personnes qui s'étaient aimées et s'étaient perdues. Tenant les enfants qui les reliaient en permanence malgré tous les dégâts entre eux. Pour la première fois depuis plus d'un an, ils n'étaient pas des adversaires ou des coparents gérant un arrangement difficile. Ils étaient juste deux personnes qui avaient vécu quelque chose de terrible et essayaient de comprendre la suite. Quand Rachel arriva une heure plus tard, elle les trouva toujours assis ensemble, James et Ava dormant paisiblement malgré le chaos, leurs parents veillant sur eux avec l'attention vigilante de ceux qui comprennent que tout peut changer en un instant. Olivia appela doucement Rachel. Et Olivia leva les yeux avec l'expression hébétée de quelqu'un sortant d'un état de choc. « Rachel, dit Olivia, le soulagement évident dans sa voix. Merci d'être venue. » Ethan se leva à l'approche de Rachel,
préparé à l'hostilité qui accompagnait habituellement toute interaction avec la famille d'Olivia. Au lieu de cela, Rachel le regarda avec quelque chose qui aurait pu être un respect réticent. « Tu es venu » dit simplement Rachel. « Bien sûr que je suis venu » répondit prudemment Ethan, transférant un James endormi dans les bras de Rachel. « Ce sont aussi mes enfants. » Alors qu'Olivia rassemblait Ava et leurs quelques biens sauvés, Ethan resta en retrait, incertain si sa présence continue serait la bienvenue ou intrusive. Olivia s'arrêta à côté de lui alors que Rachel se dirigeait vers sa voiture. « Merci » dit doucement Olivia, sans vraiment croiser son regard, d'être restée, de ne pas avoir essayé de tout arranger, d'avoir juste été là. « Toujours » dit Ethan, le mot portant le poids d'une promesse qu'il comprenait enfin comment tenir. « Tout ce dont tu as besoin, quand tu en as besoin, je serai là. » Olivia hocha la tête une fois, puis s'éloigna vers la voiture de sa sœur et le refuge temporaire qu'elle pouvait offrir. Mais pour la première fois depuis cette nuit terrible où il avait détruit leur relation, Ethan sentit que peut-être, juste peut-être, il avait fait un pas pour devenir l'homme dont Olivia avait toujours eu besoin. Même s'il était trop tard pour sauver ce qu'ils avaient perdu, peut-être n'était-il pas trop tard pour construire quelque chose de nouveau à partir des cendres.